Bonjour, je suis Delphine Simonet, fondatrice du réseau DSR. Bonjour, je suis Yann Jarot. Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens. Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes. Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Si vous avez vu les films Yves Saint-Laurent, Police, Villa Caprice, L'Idéal, 8 femmes, ou encore la série Mafiosa et plus récemment The Attaché, vous avez déjà vu le résultat du travail de notre invité. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Ronqui, directeur de casting. Bonjour Nicolas. Bonjour. Je te présente Yann. Enchanté Yann, bonjour Delphine. Bonjour. Ravi de vous voir. Où es-tu né et où as-tu grandi ? Je suis né à Bordeaux. Je suis né et j'ai grandi à Bordeaux. Je suis resté 24 ans. Et tu y as fait tes études ? Oui. Oui. J'ai fait des. Alors j'ai fait des études d'abord d'anglais. Parce qu'au départ, moi je suis cinéphile depuis l'âge de 12 ans. Je fais des fiches sur les films, collection de cassettes VHS. Et en fait, mon fantasme, c'était je me disais, j'aimerais tellement être utile à la fabrication d'un film un jour. Sauf que je n'avais pas la moindre connexion, pas du tout de ce milieu-là. Et je me suis dit, c'est pas très raisonnable. Donc, comme le cinéma m'intéressait beaucoup et que j'étais doué en langue, et que j'adorais en particulier l'anglais, je me suis dit, tiens, je vais traduire des sous-titres de films, donc je vais faire des études d'anglais. Marrant. Voilà. Mais avant ça, parce que là, on arrive très très vite déjà sur tes aspirations et Oui, trop vite. la création de ton vidéoclub personnel. Oui. Donc t'es sur Bordeaux, tu grandis sur le bassin, les vacances aussi. Alors, jusqu'à 10 ans, les vacances, c'est en Italie, puisque mon grand-père paternel est italien, et mon père est très famille. Clan, voilà, à l'italienne. Et donc, tous les ans, on va en vacances dans une station balnéaire près de Rimini, qui est la ville de naissance de Fellini. Ce que je ne sais pas du tout à l'époque. Voilà. Et ensuite, après le divorce, voilà, c'est plus aléatoire. Évidemment, c'est pas tellement plus aléatoire parce que du côté de la famille de ma mère, il y a un petit appartement à Arcachon, et du côté de mon père, eux sont au Cap Ferret, au port de la Vigne. En face. Donc en face. Donc je vais de l'un à l'autre avec le bateau. Et bon, voilà, c'est le bassin d'Arcachon qui ressemble au Saint-Tropez des années 60. C'est-à-dire, c'est pas le Cap Ferret aujourd'hui, qui a connu un boom incroyable. C'est beaucoup plus local à l'époque. On sait que Jean-Paul Belmondo est dans le coin, mais c'est tout. Alors qu'aujourd'hui, au Cap Ferret, c'est un peu Saint-Tropézisé. Je sais pas, peut-être. Voilà. Et donc il y a quelque chose de, c'est comme un espèce de paradis perdu, quoi. C'est sauvage, enfin. C'est plus sauvage. Enfin, je veux dire, il y a pas cette effervescence qu'il y a aujourd'hui. Tu as encore des amis là-bas? Du bassin d'Arcachon, pas vraiment. Il me reste un ami d'enfance, un ami vraiment de petite enfance. Qui vit toujours là-bas ou qui... Pas du tout, qui vit au Luxembourg, qui travaille pour Amazon et qui vit au Luxembourg. Voilà. Mais nos mères étaient amies. Sa grand-mère était femme de ménage chez ma grand-mère. Enfin bon, vraiment, on se connaît depuis tout petit. Sympa. Voilà. Stéphane Blanc, si tu nous écoutes, je t'embrasse. Et c'est avec Stéphane que tu montes ton vidéoclub ou pas du tout. Donc c'est une activité très solitaire. Très solitaire, parce que jusqu'à l'âge de 18 ans, je n'ai pas le droit de sortir. Du tout ? Du tout. Non, Séquestré. pas l'enfant du placard, mais non, mais je pense que
Comme ma mère nous élève seuls, parce que mon père est très peu là. Enfin, même quand ils étaient ensemble, on voyait mon père très épisodiquement parce que il avait repris une boîte créée par son père, qui est donc un immigré italien, qui s'appelait Mario Ronchi, et qui, dès qu'il est arrivé en France, s'est appelé Marius, et qui d'ailleurs a tenu à être enterré sous le prénom de Marius, parce qu'on parle d'histoire de prénom en ce moment. Là, c'est l'assimilation dont on parle des Italiens, dans les années. Enfin voilà, il a fui le fascisme avec sa famille de paysans. Ils ont atterri dans le Lot-et-Garonne. Là, il rencontre ma grand-mère, qui est une paysanne du Lot-et-Garonne. Et il commence comme aide cordonnier et il finit par monter une boîte d'import-export de cuir pour la chaussure. C'est-à-dire qu'il part chercher les cuirs, les peaux en Italie et il les ramène en France. Donc, mon grand-père et mon père sont tout le temps en voiture, en train de voyager pour l'entreprise. Et ma mère nous élève seuls. Et donc, je pense qu'elle fait attention à ce que je fasse pas n'importe quoi. Je pense qu'elle veut garder le contrôle sur moi, enfin sur mes activités, et du coup pas de frères et sœurs? Si, j'ai une sœur, mais on est très très différents. C'est-à-dire que moi je suis plutôt comment dire, il y a l'artiste et la scientifique, c'est-à-dire on est extrêmement différents. Ma sœur est une laborieuse qui a fait 14 ans d'études, qui est psychiatre, et alors moi, je suis un peu le rêveur, c'est-à-dire que le trublion. Je sais plus dans quel sens exactement. Le trublion, quoi. Oui, l'artiste, le mec qui est dans la lune, enfin bon, qui a des bonnes notes mais qui travaille pas beaucoup, qui passe plus de temps à regarder des films, voilà, et à prendre des notes. Voilà, c'est-à-dire qu'en terminale, par exemple, je rends une copie de philo et ma prof de philo me dit c'est très bien de mettre toutes ces références de films. Si tu pourrais mettre 1 ou 2 références littéraires par moment, ça m'arrangerait. Voilà, ce genre de. Voilà. Donc cinéphile et cinévore. Comment tu... Oui, en fait, ça. Bon, quand je suis enfant. C'est quoi ton premier souvenir fort Alors ça, c'est un souvenir fort. C'est anecdotique, mais mon premier souvenir fort au cinéma. T'es tout seul, t'y vas avec quelqu'un? Non, j'y vais avec ma grand-mère paternelle et ma tante, la sœur de mon père. On va voir Bambi. Et avant que le film commence, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je crois que j'ai un espèce de... Je rote. J'ai un espèce de renvoi. Je crois que j'ai 8 ans. Un truc comme ça. Je fais un petit rot comme ça. Et ma grand-mère m'allonge une énorme baigne. Et à ce moment-là, vexé, je me tourne contre le siège et je ne vois pas Bambi. Et je dors pendant toute la séance. Donc voilà, ça c'est le premier souvenir de cinéma, c'est étonnant. Et puis ensuite, je me souviens avoir vu en salle Les Sous-doués, La Soupe aux choux, enfin ce genre de choses, des comédies familiales. Mais tout l'intérêt pour le cinéma démarre après une double appendicectomie qui se passe pas bien. J'ai 12 ans, je crois. Et donc j'ai de la convalescence en rentrant chez moi. Ouais, tu fais quasiment un trimestre au lit, quoi. Oui, voilà, quelque chose comme ça. Pas au lit, mais en tout cas... Non, mais c'est un mois et demi. Voilà. Et on m'offre un magnétoscope et un abonnement à Canal+, qui vient de naître. On est en 84, je crois. 84, voilà, beau cadeau. Beau cadeau. Surtout beau cadeau parce que tout d'un coup, vraiment, c'est les portes du cinéma qui s'ouvrent, enfin, comme pour un spectateur, bien sûr. Et là, à cette époque, Canal+ diffuse des nouveautés, tout comme tous les grands classiques du cinéma. Il y a 6 diffusions, dont généralement 2 en version originale, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc, il m'arrive de voir les films en VO, de les revoir en VF. Enfin, vraiment, je fais tout mon apprentissage. C'est toute ma formation. Je l'ignore à l'époque, mais c'est vraiment ma formation commence à ce moment-là. Et donc après tes études classiques, oui, jusqu'au bac. Tu vas jusqu'au bac, oui. Et ensuite, donc je fais des études d'anglais. Voilà, et toujours sur Bordeaux. Sur Bordeaux, à Talence, à Bordeaux 3, fac de lettres. Et je fais un LCA, Lettres et Civilisation des pays anglophones. Et comme évidemment j'avais pas le droit de sortir, à 18 ans et 15 jours, j'ai mon permis de conduire. Je récupère
une voiture, une vieille voiture rouillée, une poubelle, une poubelle qui roule. Et là, tout d'un coup, j'ai plein d'amis parce que quand vous êtes entré en première année de fac et que vous êtes le seul à avoir une voiture, ça a été une Samba et puis ensuite une 2 chevaux, tout d'un coup, vous avez plein d'amis. Parce que tu les emmènes. Voilà. Plus le fait que vous êtes tous réunis par une passion commune de la langue et de... Voilà, alors oui, oui, c'est ça, c'est un groupe de... En général, on aime les langues parce que le cinéma et la musique, pour 8 fois sur 10 quand même, je sais pas, moi. On y vient par la littérature, par la culture en tout cas. Oui. Il y a quand même... Culture, oui, bien sûr. L'anglais était une... Ou à la rigueur, une volonté de voyager. Ouais. Mais je pense que oui, vous avez raison parce que. Alors moi c'est tu mais. Bon, alors, tu as raison. Je crois que c'était Delphine qui était ventriloque. Tu as raison et tu disais quoi? J'ai oublié. Qu'on venait aux langues, à l'apprentissage des langues, souvent par la culture. Alors je pense qu'effectivement regarder des films en VO, c'est ça qui m'a accroché à l'anglais, ça c'est sûr. Mais tu parles italien couramment aussi ou... Certo. Oui, je parle italien, mais l'anglais, pour moi, ça représente plus une ouverture sur le monde. Voilà. Et donc, je suis à la fac d'anglais. Et puis, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tellement mes études d'anglais, c'est que j'ai un deal avec un cinéma art et essai à Bordeaux, qui est le seul à l'époque, qui d'ailleurs n'est plus du tout un cinéma d'art et essai aujourd'hui, qui s'appelait le Trianon Jean Vigo, près du marché des grands hommes, en plein centre-ville, qui est c'est comme un ciné-club, quoi. Et j'y vais tellement souvent, comme je finis par sympathiser avec le propriétaire, etc. Et à un moment donné, il me charge de distribuer les programmes sur le campus. Et donc, je distribue les... Et en échange, il te laisse rentrer. Et en échange, j'ai un pass, une entrée permanente pour aller voir des films. Tes murs sont déjà tapissés d'affiches ou... Oui. C'est drôle parce que certaines de ces affiches qui sont dans ma chambre d'adolescent, je viens de les faire entoiler. Parce qu'il y en a certaines aujourd'hui qui sont absolument introuvables. Lesquelles? Type 37.2, type Shining, mais les grands formats. Mais les grands formats, ouais. Voilà. Et j'en ai perdu beaucoup, j'en ai perdu énormément. J'avais une collection d'affiches hallucinantes. Les Dents de la Mer, qui était une fois dans l'Ouest, Orange Mécanique, Birdie, La Forêt d'Émeraude, La Nuit dans le Caniveau, que j'ai encore. Enfin bon, voilà. Tu faisais un roulement au niveau des accrochages ou ouais. Non, en fait, je sais même, ça n'a aucun intérêt, mais je sais même lesquels étaient dans ma chambre, lesquels étaient dans la maison à la Vigne, et lesquels étaient à Arcachon. C'est vrai qu'il y en avait un petit peu partout. Et alors après les études d'anglais, Alors après les études d'anglais, il y a ce truc que je fais avec ce cinéma là qui me plaît pas mal. Et à un moment donné, je décide de passer un concours pour aller en art du spectacle, qui à ce moment-là vient d'apparaître. Et toujours à Bordeaux 3. Et il y a un oral et un écrit à préparer. Et à ce moment-là, quoi? Pardon, j'ai pas... On coupera. Voilà, on coupera. En fait, tu te rends pas compte, mais t'as un tic avec ton bracelet. Oui, est-ce que tu peux le... Voilà. C'est terrible. Et donc, on entend le bruit, donc on rembobine à la question? Ouais. Voilà. D'accord. Pardon, mais... Non, mais on se rend pas sous... Oui, bien sûr. C'est un tic intéressant, on pourra en reparler, mais... Ça joue avec la mort, parce que c'est les têtes de mort. Ah. Un bracelet qui vient du Mexico City. Enfin, Made in China, peut-être, mais non. On sait jamais. J'ai acheté là-bas. Non, c'est pas un souvenir de l'avant-première d'un film. Non, pas du tout. Donc, après tes études d'anglais, Alors après mes études d'anglais, je suis entre le DUG et la licence, et à ce moment-là, je me dis pourquoi ne pas tenter art du spectacle, puisque finalement ça va peut-être me rapprocher de ce qui me plaît. Et il y a un oral et un écrit,
je prépare très mal l'oral et en plus, très naïvement, je choisis la tirade d'aîné, c'est-à-dire de Cyrano, qui est, je pense, un des trucs les plus difficiles. Et à l'écrit, j'écris un court-métrage. Je me souviens, ça s'appelait Ne pas déranger. Attends, l'épreuve orale, c'est le jouet, c'est le jouet. Oui. Ah ouais. Dans un amphi. Et donc, je choisis la tirade d'aîné. Et en fait, je crois que quelques jours avant, je vais retrouver on peut dire quoi, une maîtresse, une petite amie de l'époque, à Sanary-sur-Mer. Et en fait, j'apprends la tirade d'aîné dans le train du retour. Donc, quand je me suis retrouvé dans l'amphi avec la tirade d'aîné, un tout petit peu, non mais naïf surtout, bête, au bout de 3 minutes, à un moment donné, j'ai un blanc, elle est terminée. Et donc, je dis, désolé de vous avoir dérangé, je sors de scène comme ça. Donc, je pense que ça, c'est un truc qui a fait que j'ai jamais voulu être acteur. Bon. Tu te l'es interdit? Oh, non, je me le suis pas interdit parce qu'après, il y a d'autres raisons. Mais ça vient après tout ça. Donc, et puis pour le court-métrage, pour le scénario écrit, quand je le donne, il y a une femme qui me dit, c'est pas la peine que vous le tapiez parce que vous écrivez très bien, donc on lit très bien. Et ensuite, je reçois une lettre qui me dit, vous avez été refusé parce que donc ça n'était pas tapé. Votre oral, c'était pas tapé. Donc là, je me suis dit, on veut pas de moi, c'est clair. Et j'oublie ça. Et je me retrouve un petit peu ennuyé. Et c'est à ce moment-là que, par un ami commun, avec une casting bordelaise, je parle à un ami de cinéma, un ami qui était patron d'un restaurant. Et je lui dis que j'ai envie de travailler dans le cinéma, etc. Et il me dit, je connais une casting qui s'occupe de la figuration sur les films à Bordeaux. Si tu veux, je te mets en contact avec elle. Et c'est comme ça que coup sur coup, je fais 3 figurations sur l'espace de 2 ans. En 94, une première figuration au musée d'art contemporain. Il manque des mots pour les gens donc une figuration, ça veut dire qu'on te confie le fait de trouver les figurants. Non, pas du tout. Une figuration, c'est acteur. Donc c'est toi qui fais. C'est acteur. Oui, acteur de complément aujourd'hui, on dit le terme. De complément, voilà, c'est ça. En fait, c'est figurant. C'est-à-dire, c'est ce qui habille une scène. Ce sont des gens. T'es pas complètement silhouette, mais. Non, silhouette. La différence, c'est que silhouette, on vous reconnaît bien, alors que figurant, on passe, voilà. Silhouette, c'est alors après c'est pas le même tarif, c'est payé, silhouette c'est payé, il y a figurant, ensuite silhouette et puis après acteur petit rôle. Voilà. Donc je fais ces 2 figurations. Une fois au musée d'art contemporain où j'étais gardien 3 mois avant et où je me souviens, je révisais pour passer mon DUG en étant gardien de musée. Parce que y a pas grand chose d'autre à faire, hein. On est assis sur une chaise et on regarde l'étoile qu'on voit pendant des heures tous les jours. Et toutes les heures quand même, on fait un roulement et on change de salle. On change de chaise. Bon, enfin voilà, je me retrouve à être figurant sur L'année Juliette de Philippe Leguet avec Fabrice Lucchini. Et c'était vraiment une découverte. C'est une scène de cocktail. On me voit même pas dans le film. Bon, c'est vraiment la première fois que je vois un plateau et des acteurs, etc. Bon. Et puis la deuxième occasion se présente sur un film d'Alexandre Arcadi qui s'appelle Dis-moi oui, avec Jean-Hugues Anglade et Julia Maraval, qui à l'époque était une enfant actrice qui a eu une carrière d'enfant jusqu'à jeune femme, parce que c'est difficile de. Enfin, tous les enfants acteurs ne réussissent pas. Non, tout le monde n'est pas Magimel. Tout le monde n'est pas Magimel, exactement. je pensais à lui. Voilà, on aurait pu parler de Drew Barrymore, mais oui, en France en tout cas. Oui, voilà. On peut comparer à Magimel qui a fait la vie dans le fleuve tranquille à 11 ans, je crois. Bon. Ou enfin dans ces eaux-là. Et donc je reviens à alors dis-moi oui. Et en fait, c'est plusieurs jours de tournage, parce que là, dans l'autre, j'avais tourné 2 heures, et là, c'est plusieurs jours de tournage, et on est 3 garçons de café, et le patron du garçon de café est joué par Patrick Braoudet, qui à ce moment-là est un réalisateur-acteur qui est bien connu, parce qu'il a fait 2 comédies qui ont été des cartons, qui sont géniales, Mes parents divorcent et 9 mois. Et là, il joue un rôle secondaire, où il joue un patron de restaurant,
Et là, comme on tourne ensemble pendant 3 jours et qu'on est 3-4, on peut, on connecter. On connecte, on communique. C'est un type absolument adorable. Voilà. Donc c'est un petit peu plus que celui d'avant. Et le 3e, qui est l'année d'après, en 95. Alors là, c'est Beaumarchais l'insolent qui vient de tourner à Bordeaux, Sublime. Qui est un énorme film. Encore avec Lucchini. Et où là, il y a 500 figurants. Et il y en a la moitié qui sont des gens du peuple et l'autre moitié qui sont des aristos, en fonction de la tête qu'ils ont. Et moi, j'avais déjà les cheveux un petit peu longs, donc évidemment, pas évidemment, mais en tout cas, je suis dans les nobles. et alors là, je découvre beaucoup de choses. La première chose à laquelle je pense, c'est que quand on était à la cantine, où on était vraiment très nombreux, on tournait devant le Grand Théâtre, qui est maintenant l'Opéra de Bordeaux, sur lequel il y avait de la terre battue, tout était bloqué, enfin vraiment, c'était un saut dans le temps, quoi. Back to the future. Et là, je remarque qu'à la cantine, les hommes du peuple et les aristos ne se mélangent pas du tout. Et même qu'ils se regardent en chien de faïence. C'est-à-dire que le costume... C'est là que quand on dit l'habit fait le moine. On rentre dans un costume, c'est plus facile de jouer, c'est vrai. Ils ont vraiment incarné le personnage jusqu'au bout. Non, mais en plus on est figurants tous, hein. Mais c'est juste le fait de porter beau ou être voilà, c'est un peu voilà. Ou des guenilles. On est un peu entre le tiers état et les aristos. Donc ça c'est assez marrant. Et là, ça s'étale sur 3 semaines, juste pour moi, hein, parce que c'est un énorme film avec beaucoup de moyens, avec un casting hallucinant. Je vais pas tous les citer. Et très beau film. Enfin. Et voilà, et un film qui se revoit toujours aujourd'hui, qui est pétillant. Je vais pas dire le casting parce il y a tout le cinéma français là-dedans. Donc et là, tout d'un coup, je commence, comment dire. Je sais pas, il y a une espèce de progression et je commence plus ou moins à y croire. Et à ce moment-là, je fais part de mon désir de servir le cinéma, puisque jusqu'à aujourd'hui, mon but est toujours le même, c'est être utile à un film au bon endroit, c'est-à-dire en fonction de ce que je sais faire. À l'époque, je pense que je ne sais rien faire, sauf des sandwichs et préparer des cafés, mais il y a aussi besoin de ça sur un film. Donc je demande aux 3-4 petits marquis à Bordeaux qui travaillent toujours sur les films, puisque en province c'est toujours comme ça, il y a quelques personnes comme ça qui tiennent un peu et personne ne veut de moi. Comment ? Alors donc la copine du pote du resto, qui est donc directrice de casting, oui. Qui t'avait casté sur le premier, oui. et le deuxième aussi. Oui, je crois que ne veut pas de toi, ni en stage, ni en. C'est pas tellement elle, c'est son assistant. Forcément. Son assistant. Fait en sorte qu'elle sache jamais que peut-être que ma tu veux sa place. Me fait peur. Ça, c'est possible, hein, j'en sais rien. Il s'est dit, oulala, celui-ci. Et donc, il y a 3-4 personnes comme ça, même en régie, en casting, etc. Donc, c'est pas un mythe, c'est quand même un secteur qui est assez verrouillé. Oui. Et compliqué d'accès. Ah oui, absolument. Très verrouillé. En tout cas, à l'époque, à ce moment-là, pour moi, je me dis, on veut pas de moi à Bordeaux, c'est clair. Non seulement j'ai été refusé en art du spectacle, même si c'est un peu de ma faute, mais en plus, je vois pas d'entrée, sauf être figurant de temps en temps. Et là, j'ai un déclic parce que dans ces années entre le début de la fac et là, c'est-à-dire entre 92 et 95, à ce moment-là, après mes études d'anglais, comme je vois qu'il y a tous ces petits échecs comme ça, je ne sais pas trop quoi faire et je ne sais pas trop comment, mais je me retrouve en BTS tourisme. Parce que mes parents les langues c'est bien beau d'aimer le cinéma, mais bon, tu vas essayer d'avoir un métier, etc. Donc il y a un vrai métier, rapport aux langues, voilà, un vrai métier. C'est ça. Italien, anglais, français. Voilà, donc du coup, c'est genre, en regardant les BTS, Action Co, non. Commerce international, là tout ce qu'il y avait commerce, ça m'intéressait pas. Comptabilité, encore moins. Et il restait dans les BTS, c'est-à-dire tourisme. C'est mes parents, ils me disaient, il vaut mieux que tu sois dans une école un peu machin, parce que sinon tu fais n'importe quoi. Et donc je me retrouve en BTS tourisme, et là, il se passe quelque chose de capital, dont j'ai pas conscience à ce moment-là, mais qui va être capital dans les années à venir. Je suis en BTS tourisme, et en étudiant, en fait, j'ai l'idée à un moment donné de faire un ciné-club dans l'école. Et j'en parle à une des profs.
qui me donne l'autorisation. Et ce que je fais à ce moment-là, c'est que tous les mercredis soirs, vers, je sais plus, c'était 20h, 21h, 22h, le soir, je parie sur le fait qu'il y a des élèves qui vont revenir à l'école pour voir des films. Et donc j'amène les films que j'ai enregistrés sur Canal+, ou d'autres chaînes, ou au Ciné-Club, ou au Cinéma de Minuit, voilà. Et je montre les films en VHS sur une télé, et j'ai entre 1 et 25 personnes. Voilà. Et je me souviens, en plus, je me souviens des films. J'ai eu une personne pour Justice est faite d'André Cayatte. C'est vrai que c'était quand même un film de 1950, assez âpre, passionnant sur le système judiciaire. Et les 25, ils sont là pour un film qui est un peu oublié aujourd'hui, qui est un de mes 5 films préférés, qui s'appelle Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, de Peter Greenaway. Et je fais payer la séance 10 francs. Tant qu'à faire. Donc ça, c'est totalement illégal, bien sûr. Mais enfin, je suis très innocent à l'époque. Et puis 10 francs, tout le monde se trouve ça pas... Oui, ça paye les 4 affiches ou les tracts. C'est 1,50 €. Voilà. Donc, et bon. Et un jour, on est en cours, et puis chacun doit se chercher un stage. Et moi, je cherchais un stage d'accueil animation. Et là, une prof vient me voir à un moment donné, elle me dit, écoute, on m'a fait une demande de stage pour l'école, c'est pour toi, c'est pour être agent d'accueil et d'animation au festival de Sarlat. Alors je lui dis, effectivement, c'est pour moi. Et en novembre, on est en 92 à ce moment-là. J'ai 20 ans. Prof bienveillante quand même. Comment ? Ouais. Prof bienveillante. Ah bah oui, puis bon, j'avoue que ça tournait un peu sous le sens. J'aurais suggéré la même chose, mais quand même, je lui dois ça. Bon. Et donc, je me mets à un pupitre à l'entrée au festival de Sarlat, dans la salle. Je suis jamais retourné. Et non, mais pas. Je veux dire, si on m'invite à Sarlat demain, je serais vraiment ravi d'y aller. Mais jusqu'à maintenant, j'ai perdu. Enfin bon, voilà. En tout cas, là, je suis à Sarlat en 92, et les invités connus du moment sont Richard Boringer, Gérard Jugnot, Claude Miller, qui vient présenter L'accompagnatrice. Et à Claude Miller, par exemple, je lui dis, j'ai remarqué qu'il a fait des films avec Charles Gainsbourg et qu'il vient d'en faire un avec Romain de Boringer. Je lui dis, j'aimerais bien écrire un film où les deux seraient sœurs. Et il m'écoute, et je le vois noter sur un papier, il me note son nom et son adresse. Il me dit, écris le scénario et puis tu me l'envoies. Évidemment, je l'ai jamais fait, mais ça a été un élément important. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un immense réalisateur français qui a fait un de mes films préférés qui s'appelle Mortelle Randonnée, et puis sans parler de Garde à vue, de plein d'autres. Enfin voilà, tout d'un coup, il y a une chose très simple. Je me souviens, il était à Neuilly-Plaisance. Bon. En fait, j'ai jamais écrit ce scénario, mais ça a quand même été un signe important pour moi. De te remettre sur les rails d'y croire. Non, mais c'est ça. Ça peut être simple, parce que t'étais du coup parti sur le tourisme. Oui. J'étais, Continuer à être passionné du ciné, mais plus en faire ta vie. Voilà. Je me suis dit, je vais faire des petits ciné-clubs. Enfin, à ce moment-là, il y a un lien qui fait que, tu reviens sur la voie, Oui, sur une voie plus, soi-disant plus sécure, quoi, plus, bon. Et je m'attache à une femme à ce festival qui s'appelle Agnès Guillemot. Agnès Guillemot, c'est un nom qu'on entend au générique parlé du Mépris. Et parce qu'elle a monté le Mépris, entre autres. C'est la monteuse elle a monté une dizaine de films avec Godard et 4 films de Truffaut. Donc, pour moi, c'est une star. C'est-à-dire que comme j'apprends les génériques quasiment par cœur, je connais son CV, en fait. Et donc, je l'accueille comme si c'était Catherine Deneuve. C'est-à-dire que je suis au petit soin avec elle. Dès que j'ai 1 heure de libre, je l'emmène de son hôtel au restaurant, etc. Enfin, vraiment, je me mets à son service par admiration et juste pour l'écouter. Et ça, c'est déterminant pour plus tard. Donc après, soit on fait directement un saut dans le temps, soit on parle de ce qui se passe après. Et on la retrouve après. On fait ça, non ? Oui, tu restes dans la chronologie. Voilà, c'est ça. Et après, hop, on reste dans la chronologie. Comme tu veux, en fait. Oui, d'accord. Mais les liens... c'est mieux parce que tout d'un coup, hop, elle va réapparaître.
Donc, c'est la beauté de nos entretiens et c'est pour ça qu'on est ravis de te recevoir. C'est effectivement rendre visibles ces liens invisibles de la vie. Ouais. Donc je t'en prie. Donc, je rentre chez moi on est en 92. Dès que je rentre chez moi, je lui écris une lettre, certainement, enfin pour lui dire, pour la remercier de son temps, et j'ai jamais de réponse. Donc j'oublie. Et puis là, je me mets à faire tous les métiers sans formation accessibles. Serveur, barman, distributeur de prospectus, vendeur de vacances en timeshare. Mais donc t'as arrêté ton BTS tourisme? J'ai arrêté 1 mois avant l'examen parce que je me suis dit, ce n'est pas ce que je veux faire. Je ne veux pas avoir une carte professionnelle pour faire ces métiers, puisque pour moi c'est un piège, parce que je ne veux pas faire ce métier. Donc je me suis dit, si je fais ça, après c'est terminé, quoi. Donc j'arrête mon BTS 1 mois avant. Donc évidemment la famille enrage. Ouais. Et pour subvenir à mes besoins, parce qu'ils me disent, si tu travailles pas, tu te débrouilles en fait, ouais, voilà, démerde sich. Et donc je fais tous ces petits boulots et à l'occasion d'un de ces petits boulots, je rencontre un Parisien qui est éditeur de programmes dans une chaîne qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelait La 5e. C'est pas la 5 de Berlusconi, c'est la 5e qui est arrivée après. Enfin, on s'y perd parce que c'est Cavada et en fait Nicolas Rossignol, qui était un de nos invités, était présentateur de la matinale là-bas et tout. D'accord. Et l'écran du savoir. D'accord. Ah oui, ça me parle, ça me dit quelque chose. Et il était éditeur de programme, je sais plus exactement pourquoi, il s'appelait Franck David. Et lui me donne une fenêtre sur Paris, que je connais pas du tout à l'époque. Hein. Peut-être que j'ai été une fois enfant voir la Tour Eiffel, mais enfin je veux dire, Paris pour moi c'est pratiquement inconnu. Je suis même pas sûr d'y être allé enfant. Ah si, une fois. J'ai déjeuné avec mon grand-père au pub Renault, sur les Champs-Élysées. Mais j'étais vraiment petit. Donc je fais tous ces petits boulots. Les tensions avec ma famille montent. À ce moment-là, je rencontre ce Parisien et je lui dis que j'aimerais bien venir. Donc il m'héberge pendant 3 semaines et là je découvre un peu Paris, l'univers, etc. Tu as 24 ans à l'époque? J'ai 23. Sympa. 23. Tu le rencontres comment? En boîte de nuit. Voilà. En boîte de nuit. Donc parfois ce qui se dit la nuit voit le jour. Bah oui. J'en ai pas rencontré, j'en ai pas fait beaucoup des vraies rencontres en boîte de nuit, alors vraiment très peu, mais en tout cas celle-ci c'est le cas, je l'ai rencontré en boîte de nuit. Et en fait voilà, il me dit c'est simple et puis non, je crois qu'il est amusé par ma fraîcheur, enfin voilà, bon. Parce qu'on se rend pas compte, mais quand on est jeune et provincial, on a une espèce de candeur, de fraîcheur, voilà. Ou alors t'as un profil de Rassignac. Mais... Oui, alors c'est vrai que quand j'ai vu Illusion perdue, il y a pas très longtemps, j'ai vu l'adaptation de Giannoli, qui est d'ailleurs magnifique. J'avais jamais lu Illusion perdue, je dois le confesser. J'avais lu le Père Goriot, mais et je me suis, alors pas à la fin bien sûr, mais je me suis quand même. Il y a quelque chose, il y a une, comment on appelle ça, une. Oui, non, on s'identifie un petit peu comme, enfin. C'est un. Oui, il y a beaucoup de gens qui à mon avis, s'intensifient, ne serait-ce que le petit provincial qui essaie de paraître. De paraître. Pas de paraître. D'exister. C'est pas pareil. Non, parce que paraître, c'est pas être. Donc c'est exister. C'est exister et être utile. Mais justement, pas paraître. Paraître, c'est plus lié à... Je parlais pas, là, on parlait des illusions perdues, où oui. Il est quand même dans le volonté. Oui, non, mais lui, mais bon. C'est ça. Je fais une comparaison, mais c'est pas le fait c'est pas ce fait-là qui me ramène aux illusions perdues. C'est plutôt le parcours. C'est plutôt le parcours et comment dire, l'apprentissage, en fait. L'apprentissage sur le tas. On pourrait appeler ça comme ça aussi. Que Franck David t'offre, en fait. Oui. En tout cas, t'ouvres la porte, en tout cas. Oui, il m'ouvre la porte parce que je lui présente un autre court-métrage que j'ai écrit et pour la chaîne et ce court-métrage n'a jamais vu le jour, n'a jamais été produit. Donc c'est pas non plus bon. Après c'est
c'est comme les pierres sur un ruisseau, quoi. C'est-à-dire que Franck David, ensuite il me présente un producteur de spectacle avec qui je dîne un soir, qui croise un ami à lui qui va produire un Cyrano de Bergerac. Et à ce moment-là, donc je suis à Paris, je fais la même chose qu'à Bordeaux. C'est-à-dire, bon, gros clash avec mes parents, et en 96, je quitte Bordeaux avec 300 francs, donc 40 euros, et un baluchon, mais vraiment. Et je sais que j'ai un appartement pendant 2 mois. Bon, j'ai loupé une étape, mais c'est pas très grave. C'est que bah oui, c'est que après le contact avec ce Franck David, quelques mois après, je me retrouve à un nouvel an à Biarritz, et là je rencontre 2 autres Parisiens qui eux m'offrent de me trouver un boulot si je viens, un boulot d'été. Donc tout d'un coup, ça commence à devenir possible. Et quelques mois plus tard, je fais un gros clash avec ma famille, et je prévois quand même, et au moment où je pars à Paris, je sais que j'ai un appartement pendant 2 mois, un poste de serveur au Banana Café, et après, ben, on verra bien. Et donc, mes parents me disent, dans 6 mois. Et alors moi, évidemment, quand on part à Paris pour ça, je me dis que j'aurais préféré dormir sous un pont plutôt que de rentrer chez moi à ce moment-là, ça c'est sûr. Et pour les gens qui savent pas, le Banana Café, c'est au Halles, et c'est un très haut lieu de la nuit parisienne à l'époque. Oui, à l'époque. Qui était dirigé par Tony Gomez. C'est ça, exactement. C'est lui qui m'a engagé avec son associé dont j'ai oublié le nom. Et à l'époque, Véronique Sanson fait des Palmade et tout le. Il y a une cave avec un piano. C'est une ambiance aujourd'hui qu'on retrouve plus. Les gens sont agglutinés les uns sur les autres. Avec des danseurs à moitié. Donc une espèce de nuage permanent comme des gogos sur le des gogos danseurs sur le comptoir. Enfin bon, la vie, ça c'est Paris quoi. Bon. Et alors le cinéma, j'y suis pas du tout. Pour l'instant, j'ai une problématique de survie à Paris. Et donc je passe de serveur au Banana Café à animateur dans des boîtes de nuit bretonnes pendant toute une saison pour promouvoir une marque de cigarettes qui n'a vécu qu'1 an, donc on devait pas être très bon, qui s'appelait Gold Coast VO, on peut le dire parce que c'est une marque qui a disparu, qui a tenu 1 an. Il me reste un cendrier magnifique, qui est une pièce de collection, je pense, un immense cendrier avec un logo où il y a marqué VO, et du coup il y a même pas de marque de cigarette, on dirait un petit bonhomme à l'endroit et un autre à l'envers. Et c'est assez joli sur un cendrier violet. Comme il y avait écrit VO, c'était pour toi, quoi. Encore un signe. C'est étonnant, hein, c'est sur ma table chez moi, dans mon salon. Et donc je faisais vraiment des petits boulots comme ça, accessibles, hôte d'accueil, ce genre de choses. Et puis en même temps, j'envoie des lettres de candidature spontanée au premier assistant, parce que j'ai appris comment ça se passait, que c'était assez hiérarchisé, que si j'avais envie d'être auxiliaire à la mise en scène, à l'époque on disait stagiaire ou auxiliaire de régie, il fallait que j'appelle les régisseurs généraux ou les premiers assistants. Une seule réponse et un seul rendez-vous. Cécile Mestre, la fille de Claude Chabrol, qui vient de sortir un livre d'ailleurs. Et elle me rencontre. J'imagine que je sais pas. En tout cas, j'ai jamais travaillé avec Chabrol, mais j'étais très heureux de rencontrer Cécile. Tout ça, c'est des choses qui quand même donnent un peu d'énergie pour continuer. Voilà. Et puis quand même, je me retrouve grâce à ce que je vous ai raconté tout à l'heure, je me retrouve comme assistant sur un des 3 Cyrano de Bergerac en 97. On fête à ce moment-là le centenaire, il me semble, de la création de la pièce, à moins que ce soit de la naissance de Rostand. Honnêtement, je sais plus. En tout cas, c'était un anniversaire et il y a 3 Cyrano de Bergerac à Paris la même année. Et moi, je fais celui avec Pierre Santini, qui est une bizarrerie. C'est-à-dire que c'est produit par d'abord une prof de danse, qui a une école de danse à Saint-Germain-en-Laye. Je crois qu'elle a rencontré Pierre Santini, qui est un acteur un peu oublié aujourd'hui, mais qui a été un demi-vedette de théâtre. Bon. Et qu'est-ce que tu fais sur cette pièce ? Alors voilà, justement, qu'est-ce que je fais sur cette pièce ? C'est marrant parce que ça m'a toujours intéressé l'anglais, mais la plupart des boulots que j'ai trouvés, c'est surtout grâce à l'italien, bizarrement. Et là, le concept du spectacle, c'est de racheter une adaptation, mais même le concept de mise en scène d'une adaptation italienne, qui est donc adaptée en prose, qui dure beaucoup moins longtemps, et
Donc on m'envoie à Florence à une des représentations en Italie de Cyrano di Bergerac. J'ai un peu la bouche cartonneuse. Cyrano di Bergerac. Et en fait on me demande d'être assistant multicarte. Et moi, pour moi, c'est formidable parce que c'est une formation incroyable. Donc on me salarie pendant 6 mois, je crois. Et puis j'aide. Et comme c'est pas, comme la productrice n'est pas vraiment une professionnelle de ça, il faut un peu que je me débrouille avec du bon sens. Donc une fois que j'ai vu le spectacle à Florence, je me dis que si on achète ce concept, il faut forcément qu'on se cale sur le texte, sur les coupes qu'ont fait les Italiens. Et en fait, je me rends compte en lisant le scénario, le scénario si on veut, mais enfin la pièce italienne, je me rends compte qu'en fait ils ont fait une traduction mot à mot qui donc tombe forcément en prose, puisque quand on traduit dans une autre langue, on n'a plus les rimes, etc. Mais comme l'italien est une langue assez musicale, finalement il n'y a pas grand chose à changer bizarrement. Donc il y a des coupes très claires, donc je prends un Cyrano de Bergerac et je stabilote les passages qui ne sont plus chez les Italiens. Et je donne ça à Pierre Santini qui va terminer quelques phrases pour remplacer bonbon par chocolat pour les rimes. Mais honnêtement, je crois même pas qu'il y en ait 10 des problèmes de ce genre-là dans toute la pièce. Et ensuite, je me retrouve à faire le casting puisque c'est moi qui reçois les candidatures. Et donc, j'organise des auditions. C'est d'ailleurs la seule fois de ma vie que j'ai fait ça, puisque j'ai jamais retravaillé pour le théâtre. Et donc j'assiste à des auditions, je vois des gens de l'époque comme ça, et enfin voilà, c'est là pour le coup c'est concret par rapport au métier de casting. Il y a un premier signe à ce moment-là. Je ne sais pas à ce moment-là si je veux faire ce que je veux faire dans le cinéma. Pour l'instant, je travaille sur une pièce de théâtre et j'apprends. Voilà. Et donc j'organise ces essais, je fais en même temps le secrétaire au bureau, je m'occupe d'une partie de l'adaptation, et ensuite je deviens assistant mise en scène au moment des répétitions du spectacle. De manière très pratique, oui. Tu dis que tu organises les auditions. Tu sais à qui t'adresser, on t'a donné les contacts ou les évidemment, en fait, si tu débarques et en fait, ça commence par l'acteur principal fait circuler le projet chez Armedia, qui à ce moment-là est la plus grande agence européenne. Donc Armedia m'envoie plein de propositions. À l'époque, c'est des CV en papier avec des photos. Au dos de la photo, il y a une étiquette « Merci de nous retourner cette photo après utilisation », ce que personne ne fait jamais, évidemment, parce qu'on en a besoin pour vendre des acteurs quelquefois. On n'a pas ça c'est une autre histoire. Enfin bon, je vais pas trop digresser puisque c'est pas très intéressant. Donc, je me retrouve en fait à faire des pré-choix quand même, à faire à trier, une sélection. Et c'est moi qui l'a fait. Parce que t'as vu la pièce en Italie, tu sais quel visage ou quel profil. Tu connaissais la pièce, t'avais déjà vu. Oui, c'était ma pièce préférée déjà. Comme tous les Français. Comme beaucoup, bon, c'est normal. Et non, je suis même, en fait, je suis assez surpris qu'on me donne tout ça à faire. Bon. Et puis, là où il commence à y avoir pour moi un loup, c'est que je trouve que je travaille beaucoup. Et à un moment donné, au bureau, je vois passer une déclaration de l'adaptation à la SACD. Et je vois que, en fait, les droits d'adaptation, après c'est technique, c'est 12 points. Mais enfin, après c'est des droits, c'est de l'argent quoi qui tombe sur les ayants droit. Les adaptateurs. Bon. T'étais dans la liste ou pas? Non, t'es pas dans la liste. Bah non, c'est ça le problème. Ouais. Dans la liste, il y a l'acteur et la productrice qui se dit puisque finalement je le salarie, je peux bien réclamer des droits d'adaptation. Et là, je trouve pas ça tout à fait normal. Et je rentre dans le bureau quand ils sont en train de... Et puis là, je fais pas un scandale, mais je dis, mais vous, sur 12 points, vous voulez pas m'en donner 2? Enfin, vraiment quelque chose de très, un peu très naïf aussi. Et ils se regardent, genre presque de quoi je me mêle. Et là, il faut préciser une chose. Il apprend vite, le petit. Oui. Et alors,
Parce que le truc, il y avait aussi une autre chose, c'est que ils cherchaient un théâtre. Et donc, ils ont essayé la Comédie des Champs-Élysées. Enfin, ils ont essayé plein de théâtres parisiens. Aucun théâtre ne voulait de la pièce. Et je n'y crois même pas aujourd'hui encore quand j'y pense. Mais dans cette version-là ou dans le casting, tu sais pas? Oui, je sais pas. Les deux autres, il y en a une qui était avec Huster, donc ça c'était, je crois, il me semble au Trocadéro là. Je connais que ce théâtre. À Chaillot. Il y en avait un avec Patrick Préjean au Ranelin et Pierre Santini. Ce Cyrano-là, personne n'en voulait. Et or, quelques temps avant, dans des rares amis parisiens que j'avais, je m'étais fait copain avec une comédienne qui faisait essentiellement du doublage et qui un jour me dit passe me chercher boulevard du Temple parce que j'ai une audition au Déjazet et voilà, on se retrouve là. Et je vais la chercher et là je la vois assise avec le directeur du théâtre dans une ambiance très cool, donc on parle tous les trois, ça se passe super bien. Très très drôle, très sympathique. Puis le directeur du Déjazet, c'est un personnage. Ça a été le costumier de Bardot. Enfin, bon, c'est un personnage hors du commun. Bref. Et donc quelques temps après, je suis au bureau comme ça et je vois qu'ils trouvent pas de théâtre et qu'ils commencent à transpirer tous. Et moi, je leur dis, je connais peut-être quelqu'un. Et ils me regardent, genre vraiment de quoi je me mêle. Et en fait, je suis allé voir le directeur Jean Bouquin, le directeur du Déjazet. Je lui ai parlé de la pièce. Et il me dit, moi, ça m'intéresse. Et donc, je suis allé les voir. Je lui ai dit, je sais pas si vous avez trouvé ou pas, mais si vous voulez, il y a un théâtre qui s'appelle le Déjazet, Jean Bouquin. Voilà. Il est intéressé. À plus tard. Et en fait, ils n'en sont pas revenus, mais toujours est-il que la pièce s'est jouée au Déjazet. Donc c'est-à-dire que moi à un moment donné je me dis ok j'arrive, je ne sais rien faire et tout d'un coup je fais le casting, à la limite l'adaptation, comme producteur exécutif et tout d'un coup et je trouve le théâtre à Paris. Donc là alors c'est-à-dire que bon j'ai conscience que je me fais un petit peu exploiter et en même temps je me dis que j'ai de la chance d'apprendre tout ça d'un coup. Donc, et de transformer le truc en plus parce que oui et de transformer ça aurait pu jamais se monter bien sûr donc donc alors évidemment, après ça s'est reproduit des années plus tard, quand vous faites quelque chose et que vous réussissez alors que vos employeurs ont essayé la même chose et n'y sont pas arrivés, on a plus tendance à te rabaisser, à vous zapper que à vous dire merci. Ça c'est quand même extraordinaire. Ça m'est arrivé des tas de fois après ça m'est arrivé plusieurs fois sur des films où j'ai eu une intervention comme le producteur du film, mais moi ça a marché. Donc je demande pas après des lauriers, mais je trouve ça hallucinant. Je sais pas si ça se passe dans d'autres pays, mais en tout cas en France, ça se passe dans d'autres secteurs, ça se passe c'est partout. Ça fait donc peur. En tout cas c'est c'est pas que ça me fait peur, c'est que ça me prévient aux autres. Ah oui, aux autres, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ça les met en face d'une incompétence, on va dire. Mais je le fais pas pour ça, moi. Je le fais juste pour. C'est comme quand je travaille pour un film, je ne fais pas pour moi, je fais tout pour mon futur plaisir de spectateur. Point. C'est-à-dire je suis pas le meilleur pote du réalisateur ou de la réalisatrice. Je suis pas le meilleur pote du producteur ou de la productrice ou des deux. Je travaille moi pour le film. C'est-à-dire que je vais pas être par principe. Tu sers un projet, quoi. Voilà, je sers un projet. Et quelquefois, quand je trouve que le projet est mieux servi par le metteur en scène ou par le producteur, comme je suis de toute façon entre le marteau et l'enclume, en général, on va y revenir. Voilà, très bien, on va y revenir. Donc Cyrano, voilà. Là, Cyrano, tu réclames tes 2 points. Je réclame mes 2 points. On m'envoie balader. La pièce est sur les rails. Elle s'est jouée une quinzaine de fois à Paris, en banlieue parisienne. Là, ils préparent la tournée. Et là, on va se séparer d'un commun accord avec la productrice. Je suis allé voir un avocat qui m'a, je me souviens même de son nom, c'était Michel Zaoui, rue de Rivoli, qui je crois était un grand avocat. En tout cas, le bureau était très beau. Et c'était une des actrices de la pièce que j'avais trouvée qui m'a dit, va le voir de ma part. Et là, en gros, il me dit, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Donc, vous pouvez attaquer, mais ça va vous coûter de toute façon, plus que ce que ça pourrait vous rapporter. Et puis de toute façon, j'avais pas un rond, donc je ne pouvais rien investir. Donc c'était
Donc en fait, on s'est séparés avec la production. Je crois qu'ils m'ont laissé 3 ou parce qu'ils m'avaient engagé en CDI bizarrement. Hein. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai pu récupérer, je crois, entre 3 et 6 mois de salaire. Et du coup, ensuite, je me suis dit bon j'essaie de revenir au cinéma. Très compliqué. Je n'arrive pas à trouver la porte, une porte d'accès pour ça. C'est très difficile. Et je me retrouve dans une situation personnellement assez compliquée où je partage un petit appartement en étroit. Et j'ai un découvert qui commence à se creuser. T'es toujours ami avec tes colocs ? Oui. Aujourd'hui, non. Je les ai plus vus. C'est marrant parce qu'il y en a un qui s'était installé à Bordeaux depuis, à Stewart. Et l'autre était représentant chez Pierre Fabre. Donc, en fait, ils étaient jamais... Vous êtes rencontrés par la nuit ou... Oui, par la nuit. Oui, tout à fait. Et donc, je suis dans une situation compliquée. Et à ce moment-là, je repense à Agnès Guillemot. C'était 6 ans après. Donc, on est si, c'est ça. 92, on est en 98. Et 6 ans après, j'ai repensé à elle. Je pense que je me suis interdit de repenser à elle parce qu'elle n'avait jamais répondu à ma lettre. Et là, tout d'un coup, je repense à elle et je regarde si je trouve son téléphone sur le Minitel. Je tape son nom sur le Minitel, j'ai une adresse et un numéro qui sortent. Je l'appelle et je me dis mais mon pauvre ami, comment elle va se souvenir de toi? Et en fait, je me rendais pas compte qu'une femme de 60-65 ans qui rencontre un type de 20 ans qui connaît son CV mieux qu'elle, évidemment, peut-être elle s'en souvient parce que ça lui arrive pas tous les jours. Et effectivement, je l'appelle. Oh, mais Nicolas, mais quel bonheur. Mais vous vous souvenez de moi? Mais évidemment que je me souviens de toi, bien sûr. Comment vas-tu, etc. Parce que la lettre, j'avais pas de... Ah bon, mais j'ai jamais reçu de lettre. Bon, voilà. Et je suis mais tellement heureux qu'elle se souvienne de moi que je ne lui demande rien. Et c'est elle qui me demande ce que je fais là, etc. Donc je lui explique tout mon truc, je dis c'est difficile, etc. Mais honnêtement, je n'ose même pas lui demander quoi que ce soit. Je suis tellement heureux qu'elle m'ait reconnu. Et elle me dit je vais te rappeler très vite, on va se voir, etc. Il faut que j'aille à Paris. D'ailleurs tu pourrais m'emmener. Bon. Alors je me dis bon elle va me rappeler. Et donc à ce moment-là, c'est quand même ça, c'est comme recharger un peu sa batterie, quoi. Ça, voilà, ça galvanise. Et là, tout d'un coup, je fais des tas de démarches, je frappe aux portes dans les prods, etc. Et je me souviens un jour, je suis dans Agnès Guillemot se rappelle de moi. Ouvrez. Oui, exactement. Et je me souviens, je suis en Twingo parce que c'était avant que je me sépare de ma voiture parce qu'à un moment donné, les PV me coûtaient plus cher que le prix total de la voiture, donc j'ai fini par donner ma Twingo à ma sœur qui en avait plus besoin que moi parce qu'elle était à Nancy. Et avant ça, donc je suis sur le pont du Garigliano et là, elle m'appelle et elle me dit voilà, alors je vais t'expliquer, il y a une société qui s'appelle les Films Alain Sard, qui est une des plus grosses boîtes de prod à l'époque. Hein, Delphine connaît cette boîte parce qu'elle a travaillé comme figurante. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur un film qui a été produit par Sard. Et elle me dit le bras droit d'Alain Sard s'appelle Christine Gozlan, qui est une productrice qui est encore en activité aujourd'hui, que je salue aussi si elle écoute. Cherche une petite main pour le film d'André Téchiné, Alice et Martin, qui est en post-production. Alors, moi, je n'en reviens pas. C'est-à-dire que, tout d'un coup, là, je sens que la porte s'ouvre. Et je vais voir Christine Gozlan, et l'entretien est une formalité. Je suis engagé au bout d'un quart d'heure, avec un contrat de 5 pages, alors que je suis je suis coursier. C'est-à-dire stagiaire régie en post-production. On me demande de transporter des bobines, parce que c'était avant le virtuel. Et donc je suis avec ma Twingo et un nombre de bobines insensé dans le coffre, et je vais entre Joinville, Bois-Colombes, enfin dans les studios de post-production, de bruitage. Je vois tout ça, je vois toute la post-production. Et ça commence par le film de Téchiné. D'ailleurs, j'ai oublié un détail amusant. Je fais une petite parenthèse. 1 an avant, dans l'annuaire, dans le Bottin, je cherche si je trouve, comme j'ai trouvé Agnès Guillemot sur le Minitel, je cherche dans le Bottin si par hasard il n'y a pas des réalisateurs ou des réalisatrices qui y sont. Alors évidemment, je ne trouve personne. Enfin si, André Téchiné.
Et il y a même son adresse dans le bottin. Il a changé depuis, donc c'était pas grave. C'était rue Médicis, sur le Luxembourg, le jardin de Luxembourg. Et je me souviens, je l'ai appelé d'une cabine pratiquement en bas de chez lui. Parce que vous savez, on se raconte des trucs, on se dit, on est un peu dans un film. Enfin bon, voilà. Je l'appelle, il répond, et puis je parle tout simplement à André Téchiné au téléphone, et je lui dis, voilà, je suis un jeune qui a envie de faire du cinéma, est-ce qu'on peut se voir? Voilà, mais bien sûr, pas de problème. Et donc j'ai un rendez-vous avec André Téchiné. 1 an avant cette proposition, je rencontre André Téchiné chez lui, et au bout d'1 heure et demie d'attente, il déboule, donc je lui parle, il est très sympathique, et au moment de partir, il me laisse le numéro de son premier assistant, il me dit, vous l'appelez de ma part, etc. J'appelle le premier assistant, je n'ai jamais eu aucune nouvelle. Et 1 an après, tout d'un coup, hop, je retrouve ce film après le tournage, en post-production. Alors que là, il était en préparation à ce moment-là. Ça, c'est assez marrant. C'est bon, ça fait partie des petits trucs comme ça. C'est à ce moment-là que t'as rappelé le premier assistant, c'est ça? Non. Il m'avait pas rappelé, donc qu'il aille se faire foutre. Moi, c'est comme ça que je raisonne. Et donc, je travaille en post-prod sur Alice et Martin, très rapidement aussi sur Place Vendôme de Nicole Garcia, qui se produit en même temps. Donc, voilà. On est en 98, c'est un truc comme ça. C'est à peu près la période où je t'ai rencontré, et tu travaillais aussi à la régie sur des alors voilà, c'est-à-dire que voilà, donc chez Sard, j'ai fait ça, c'est-à-dire le genre donc je suis sur téléphone, hein, c'est-à-dire je travaille pas tous les jours, mais je suis à disposition. Donc on m'appelle à 9h, je dors avec le téléphone allumé. Et un jour, par exemple, je suis en train de boire un café et de me tourner les pouces dans le Marais, et puis j'ai un coup de fil d'une des 2 secrétaires qui à chaque fois m'appelle pour me dire tu vas récupérer ça là et puis tu l'amènes là-bas comme un coursier, et elle me dit, tu parles italien, non? Je dis oui. Elle me dit, ah bon, bah alors très bien, tu pars demain avec les talonneurs au Festival de Venise avec les bobines de Place Vendôme. Donc ce genre de truc, quoi. Tout d'un coup, le lendemain, je me retrouve en Italie, d'abord en business dans l'avion avec comment s'appelait-il? J'ai oublié son nom, pardon. Les talonneurs. Et puis le bateau taxi, genre. Et puis surtout les bobines dans mes mains, entre le bateau. C'est-à-dire que je porte les bobines, par exemple, du bateau au ponton, et je me dis, si je fais tomber une bobine, il n'y a pas de projection demain. Donc c'est la responsabilité. Voilà, un truc de responsabilité. Et puis ça se termine bien, puisque Catherine Deneuve a le prix de la meilleure actrice pour Place Vendôme. Bref, je reviens chez Sard, je travaille comme ça sur 1, 2, 3, sur Le Cœur à l'ouvrage, sur... enfin bon, les films les plus connus, c'est les 2 que j'ai cités. Et alors là, je lis dans un télérama avec Depardieu en couverture, qui vient de triompher dans Monte Cristo. Je lis l'article et je vois qu'ils sont déjà en train de préparer Balzac. José Dayan à la Réal, ouais. Déjà, hein, ouais. C'est ça. Et je ne sais pas. On va reboucler aussi. Oui, bien sûr, parce qu'il y a que des boucles qui se bouclent. Hein, donc voilà. Et là, on est effectivement en 98. Je crois que j'ai à ce moment-là une petite amie qui est à Bordeaux, ou une ex, je crois. Et je crois qu'à un moment donné, elle m'appelle, elle me dit, tiens, tu étais au courant qu'il y a un film qui s'appelle Balzac, il cherche des figurants à Bordeaux. Je dis, ah bah tiens, je viens de lire un papier là-dessus. Et là, tout d'un coup, je réessaie auprès des Bordelais, qui m'avaient jeté quelques années pour avant. aller faire du casting, ou pour aller faire le non, comédien. Non, je suis pas. Non. Ah non, ni l'un ni l'autre. Pour aider. Besoin de moi. Pour aider les projets. Mais oui. Mais au moins, je suis proche de la famille, c'est sympa, c'est chez moi, quoi. Ah non, c'est même pas une histoire de famille, c'est une histoire de... Non, c'est de me dire, tiens, j'ai fait un peu mes armes là maintenant, donc peut-être que maintenant ils vont m'écouter, parce que je leur ai dit, je vais leur dire, tiens, j'ai bossé avec Téchiné, avec Nicole Garcia, machin. Ça, je commence à avoir enfin, c'est des références. Tu t'es fait un CV, quoi. Ah, voilà, un début de CV, exactement. Et pareil, rien à foutre, ils me disent non. Et là, j'ai un coup de... Je vais y arriver. Un coup, je vais y arriver. Et c'est marrant parce que je me souviens exactement toujours où je suis à ce moment-là. Je suis toujours dans ma Twingo, mais je suis place Victor Hugo. Et je regarde mon dossier, il me reste un CV. Je passe quelques coups de fil. Je sais que la prod s'appelle GMT, que c'est rue Marbeuf, donc pas très loin. Et je me renseigne sur le nom de la directrice de production, c'est-à-dire celle qui engage l'équipe.
je me pointe chez GMT et je dis j'ai rendez-vous avec Edith Colnel, qui n'avait jamais entendu parler de moi, comme moi je n'avais jamais entendu parler d'elle 5 minutes avant. Et j'avais l'air tellement sûr de moi qu'elle m'a dit, même sans lever le nez, elle m'a dit c'est au-dessus, les bureaux de papa sont juste au-dessus. Et là on est entre midi et 2. Et je rentre dans des bureaux qui à l'époque étaient grand ouverts. Alors maintenant, après tous les vols d'ordinateurs qu'il y a eu, maintenant ils ferment tous leurs bureaux. Mais dans le cinéma, on prépare comme ça, et puis tout est ouvert, avec les ordis qui traînent, etc. Et là, je rentre, et j'ai l'impression qu'il y a absolument personne. Il y a quelqu'un, et je comprends qu'ils sont tous partis déjeuner, sauf un. Il y a quand même, ils ont laissé une personne pour garder. Je ne le sais pas encore, mais c'est le régisseur général. Oh. Donc, je discute avec lui. Et comment il s'appelle? T'es toujours tu le revois toujours? Non. Lui maintenant, il travaille à 7, je crois, sur Candice Renoir, sur une série comme ça. Non, est-ce qu'on s'est revu? Je crois qu'on s'est revu, oui, mais plus vraiment aujourd'hui. Il s'appelait Olivier Bourdon. Il s'appelle toujours, j'imagine. Et Olivier Bourdon, il regarde mon CV, il me dit « Ah, tu parles italien ? Bah, ça tombe bien parce qu'on a une actrice qui s'appelle Virna Lisi et je cherche quelqu'un pour s'occuper d'elle, pour être son chauffeur, etc. » Je dis « Ah oui, ça tombe bien. » J'ai une voiture. Même si Virna Lisi parle français, mais enfin bon. Et Virna Lisi, elle venait, je crois, 4 ans avant, elle avait eu un prix d'interprétation à Cannes pour le rôle de Catherine de Médicis dans La Reine Margot. Bon. Donc je voyais très bien qui était Virna Lisi. Très belle femme. Enfin, justement, elle avait accepté de jouer La Reine Margot parce qu'elle avait rien à se prouver, et justement, qu'elle se mochise, pour elle, c'était enfin, se mochise. Je sais pas, j'invente sans des mots. Sans les 10. Enfin, tu vois, voilà, c'est elle, enfin. C'était ludique. Voilà, c'était, enfin, une actrice, quoi. Voilà, une vraie actrice. Et là, mais ça se passe pas comme prévu, puisque il me dit, bon, bah, il faut que j'appelle la fameuse Edith Colnel, la directrice de prod, et je vais te rappeler, je sais pas exactement quand est-ce qu'on la voit, mais d'ici vendredi, voilà. Et puis, 3-4 jours passent comme ça. Et vendredi 18h, j'ai toujours aucune nouvelle, et je sais qu'il commence le lundi. Donc je me dis, ça sent le sapin déjà. Ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Ouais. Et oui, ça sent le roussi, pas le sapin encore. Et j'appelle donc vendredi à 18h, et le Bourdon me dit, je sais pas quoi te dire parce que je pensais la voir, et puis en fait je l'ai pas vue, et d'aller voir José, enfin, il me sort un sabir, je comprends rien. Et il me dit, écoute, on commence lundi, je sais pas quoi te dire, passe demain, parce qu'on travaille samedi, donc voilà. Alors donc le samedi, j'y retourne. Un peu la même configuration, assez peu de monde, lui est là, et puis on attend la même personne avec une fille qui, elle, est là pour un autre boulot dans le film, je sais plus vraiment lequel. Elle attend 1 heure, puis elle s'en va. Et moi, au bout d'1 heure et demie d'attente, il vient me voir, le régisseur, il me dit, écoute, je sais toujours pas quoi te dire, puisqu'elle devait être là, et finalement, elle est pas là, donc... Bon, et puis moi, là, je commence à me dire, bon, je vais pas prendre racine. Et là, il se passe une chose extraordinaire, c'est qu'on est au 4e étage. J'appelle l'ascenseur, je regarde l'ascenseur monter, et puis je ne sais pas pourquoi, je prends les escaliers. Et 1 étage en dessous, je croise une dame qui monte les escaliers à pied, les 4 étages. Et comme elle a vu que je sortais des bureaux de prépa, elle me dit, vous êtes qui? Je lui dis, je m'appelle Nicolas Ronqui, j'étais pour un poste de stagiaire régie, j'étais venu rencontrer Edith Colnel. C'est moi, suivez-moi. Coup de bol. Coup de bol. Du latin, coup de bolus. Et donc là, au bout de 5 minutes, je suis engagé. Ou 10 minutes, je sais plus exactement. Et donc là, tout d'un coup, le lundi, je vois toute l'équipe envoyer la liste technique aux endroits où on tourne, dont à Bordeaux. Et donc tout d'un coup, les gens qui voulaient pas de moi à Bordeaux, ils vont quand même être contraints de travailler avec moi. Et là, pour moi, c'est quand même important. Pas dans l'idée de revenir travailler à Bordeaux, mais de me dire, bon, je vaux un peu quelque chose, visiblement. Et donc, on fait ce tournage qui se passe très bien. Ça se passe très bien avec les équipes bordelaises. Il a suffi que je leur débrouille 1 ou 2 trucs. Et là encore, il se passe quelque chose de très important à ce moment-là. Et vous allez voir, c'est marrant comme tout. Jeanne Moreau joue la mère de Depardieu dans Balzac. Alors en plus, voilà, c'est mon premier stage régie plateau. Avec un plateau... Un gros cast.
Voilà, très très gros cast. Avec un Depardieu, voilà, avec Depardieu en Balzac, simple à gérer. Pas forcément simple à gérer. Jeanne Moreau, idem. Tu lui servais de chauffeur aussi, je me souviens. Non, une seule fois. Non, une seule fois. Moi, j'étais le chauffeur vraiment de Virnalzi, et puis de temps en temps, quand j'étais libre, Tu dépannais. Je dépannais, voilà. Donc, tu travaillais à la régie. Oui. Comment est-ce que tu passes de la régie à la direction de casting? Ouais. Ça se passe sur Balzac. Ouais. Je m'apprêtais, en fait, ça venait, en fait. Il y a une anecdote avec Jeanne Moreau. Jeanne Moreau arrive à Bordeaux la veille de son premier jour de tournage. Elle jouait la mère de Balzac. On me demande d'aller la chercher. C'est pas que j'arrive en retard, c'est que le train est annoncé sur une mauvaise voie. Donc à un moment donné, je vois plus personne dans la gare et je vois une petite bonne femme avec une montagne de valises. Et c'est Jeanne Moreau, évidemment. Et je l'emmène au maquillage et un quart d'heure après, j'ai un coup de fil paniqué du coiffeur qui me dit, écoute, le maquilleur de Jeanne a pris un produit qui n'est pas le bon à Paris. Et elle pense qu'on le trouve qu'au siège de clinique à Paris. Or, on est à Bordeaux, elle tourne le lendemain, ils sont en essayage. Donc, c'est-à-dire qu'il est sur un siège éjectable pour son premier jour, le maquilleur de Jeanne. Et il me dit, est-ce que tu saurais où trouver ce produit à Bordeaux? Je lui dis, bien entendu. En tout cas, je connaissais la parfumerie bordelaise sur les allées de Tourny. Oui, si on doit le trouver un endroit, c'est là. Ah oui, c'était Ambre. Et donc je vais là-bas et je demande ça à une vendeuse. Elle me dit, on nous demande jamais ce produit. Je vais voir. Et là j'ai le cœur qui bat très vite parce que quand on est stagiaire régie, on a des missions comme ça toute la journée. Hein. Et soit on y arrive, soit on est battu. Voilà, par le temps, etc. Et elle ouvre un tiroir. Elle me dit, vous avez de la chance. Il m'en reste un. Effectivement, j'ai de la chance. Donc 5 minutes après le coup de fil, parce que c'était à côté. Je débarque dans la salle où est Jeanne Moreau. Elle est devant sa glace maquillage, vous savez, avec des ampoules partout. Et elle me voit dans la glace avec ma tenue de régie, de stagiaire régie. En plus, à la fin de l'automne, donc il faisait froid, donc je suis avec un espèce de manteau, les pieds crottés. Sauf que j'ai dans la main le sésame qu'elle attend. Et là, elle se retourne vers moi, elle me fait une révérence. Et donc, je reste un peu pétrifié. Et je comprends que je suis l'homme providentiel pile à cette seconde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le maquilleur s'en était... Alors évidemment, ensuite, le coiffeur et le maquilleur, on était un trio indestructible, parce que voilà, ils m'ont remercié, etc. Et un jour, sur le tournage, je vois une dame que je n'avais jamais vue dans l'équipe au bout de quelques semaines de tournage, parce qu'on a fait d'abord Bordeaux, ensuite Tours, et après Paris. Et elle s'appelait Shula Siegfried, et c'était une dame assez originale, avec des yeux perçants. Et je me renseigne pour savoir qui elle est. On me dit, c'est la directrice du casting. Et c'est là que j'apprends en quoi ça consiste. Et là, j'ai une intuition, une sorte de crush. Je me dis... Révélation. Oui. Je repense pas vraiment à Cyrano, bizarrement, mais oui, une révélation. Une révélation. Et en fait, je le dis à ce moment-là. Je dis à mes amis, à l'équipe autour, je dis, j'aime. Parce que c'est quand même mon premier stage régie plateau. Et je leur dis, je pense que j'ai envie de faire du casting. Et en fait, j'en parle comme ça librement autour de moi. Et ce maquilleur s'en souvient. Et 6 mois après, je suis en train de faire la même chose, la régie sur un court-métrage. Et il m'appelle. Enfin non, c'est son colocataire qui m'appelle de sa part. Et le colocataire m'explique qu'il est le chorégraphe de Mylène Farmer. Et qu'en attendant la prochaine tournée de Mylène qui là arrive, il a aidé une amie directrice de casting qui venait de perdre son assistant. Donc j'ai cru comprendre que tu avais envie de faire du casting, donc si tu veux le remplacer, c'est le moment. Donc une opportunité. Et donc je deviens assistant de casting de Juliette Ménager, qui est un personnage haut en couleur. Et donc là, pendant 3 mois, je fais l'apprentissage de la méthode, enfin d'une méthode, pas de la méthode, d'une méthode de casting, c'est-à-dire la recherche d'idées, la prise de rendez-vous, les essais à envoyer éventuellement, le filmage vidéo, enfin voilà, tout un process. Sauf qu'à ce moment-là, elle fait quasiment que de la pub. Et Canal+ lui demande de travailler sur une des trois sitcoms de l'époque qui s'appelle Blague à part. Il y avait H, il y avait Blague à part, et il y en avait un troisième que j'oublie.
Le moins connu, c'était celui qu'on faisait, blague à part. Donc, personne ne se souvient. Tout le monde se souvient de H, qui, je pense, est culte. Oui. Mais blague à part, voilà. Et elle me dit, voilà, toi, t'aimes bien le cinéma, machin, donc tu vas faire blague à part. Et donc là, je travaille avec Pascal Chaumeil, qui est un des réalisateurs de blague à part, qui fera beaucoup plus tard L'Arnaqueur. Et ça se passe très bien. Et alors ça se passe très bien avec lui, mais au bureau avec Juliette, c'est compliqué. C'est compliqué parce que elle a un rythme et une personnalité. Tu comprends pourquoi elle a perdu l'assistant d'avant. Et qu'en fait t'es le 11e. Oui, il y a un peu un truc comme ça. C'est-à-dire que il y a des assistants qu'elle a eu qui sont restés très longtemps avec elle, mais ils étaient marqués, quoi. Et donc pendant que je suis chez elle, j'ai un coup de fil où on me propose de nouveau un stage régie. Et je me dis, je sais maintenant que je veux faire du casting, mais comme je veux pas rester là, je profite de cette proposition pour partir. Et pour aller, alors c'est amusant parce que j'ai même 2 propositions à ce moment-là de stage régie. Une sur La bicyclette bleue, avec Laetitia Casta, où au départ on me propose, alors voilà, ce qui se passe c'est que via les films Alain Sard, j'entends parler de la préparation du film de Bertrand Blier, Les Acteurs. Bertrand Blier est déjà mon idole à cette époque. Comme tu sais, Delphine. Et donc là, incroyable, tout d'un coup, j'entrevois la possibilité. En plus, on me donne le scénario, je lis le scénario des acteurs, enfin, je me dis, c'est extraordinaire. Alors un casting, n'en parlons même pas. Et là, je me dis, chouette, je vais faire les acteurs. Et pendant la préparation de ce film, l'équipe du directeur de production qui devait faire le film démissionne, en bloc. Parce qu'ils trouvent que le film est impossible à faire. Enfin, ils n'y arrivent pas. Ils ont besoin d'autorisations exceptionnelles qu'ils n'ont pas, etc. Donc, et alors la secrétaire de production, c'est la femme d'Olivier Bourdon. Parce que c'est un grand aquarium, quand même. Et la femme d'Olivier Bourdon me dit que elle peut pas me garantir que le film va se faire. Et c'est à ce moment-là que ah oui, non. J'avais eu le rendez-vous pour la pardon. J'avais eu le rendez-vous pour la bicyclette, mais j'étais quand même prêt à prendre un peu un risque d'attendre. Je vais au rendez-vous pour pouvoir travailler avec ton idole. Bien sûr. Et je vais au rendez-vous pour la bicyclette bleue, et là, il me propose de faire les itinéraires, c'est-à-dire 4 semaines de travail à Bordeaux. Parce que je suis de Bordeaux, on dit tu vas faire les itinéraires, c'est-à-dire je vais avec un chronomètre, et puis parce qu'on fait des itinéraires. Ouais, à l'époque, il n'y a pas Waze ou. Non, mais du tout. À l'époque, on donne une feuille avec départ à 200 mètres, un feu à droite, enfin vraiment GPS humain, quoi. Bon. Mais c'est 4 semaines, et je refuse. Je refuse parce que je me dis, je vais pas prendre 4 semaines pour en rater 9 chez Blier. Et à la fin du rendez-vous, le régisseur général me regarde, il me dit, attends. J'ai peut-être une proposition à te faire. Et là, il regarde sur son calendrier de prépa, etc. Il me dit, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour être le chauffeur de Laetitia. Et là, tout d'un coup, c'est plus 4 semaines, c'est 18 semaines. Ah oui, quand même. 18 semaines, c'est énorme. Quand on commence. Tu fais tes 507 heures, là. Là, c'est tout d'un coup, tout d'un coup, d'abord, ça me fait travailler, ça me fait vivre. C'est encore une fois à Bordeaux. En plus, on tourne dans des châteaux, etc. C'est très agréable. Et donc, je dis oui. Parce que je me suis dit, je peux pas dire non à 18 semaines avec 9 autres potentiels, même si, parce que financièrement, ça aurait été terrible. Je fais une mini pause. Les 507 heures, oui. c'est le fait de pouvoir ouvrir les droits d'intermittence. Voilà. Que les gens comprennent. Oui, bien sûr. Intermittent du spectacle, ça veut dire il faut travailler un certain temps dans l'année pour pouvoir déclencher les jours où on travaille pas. Exactement. Voilà. Sur l'année d'après. Sur l'année d'après. Oui, bien sûr. Et donc, mais bon, j'ai jamais trop pensé en termes d'intermittence, etc. Et finalement, j'ai toujours fait largement mes heures, parce que c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment toujours d'être au service d'un film. C'est la survie et le travail dans le cinéma. C'est vraiment les deux. Donc tu prends les 18 Donc semaines. je prends les 18 semaines. Voilà. Donc t'es toujours côté régie. Toujours côté régie.
Mais bon, pas Régie qui décharge le camion, Régie qui transporte Laetitia Casta. Bon, c'est pas la même ambiance quand même. Parce que Laetitia, à l'époque, c'est une immense star déjà, elle a 23 ans, c'est une gamine. Je veux dire, on est comme de frères et sœurs. Enfin, vraiment, c'est... T'es resté lié avec elle? Non. Je l'ai recroisé, j'ai rencontré sa sœur qui était une enfant vraiment à l'époque et qui aujourd'hui est Marie-Ange Casta. J'ai déjà fait des essais avec elle, etc. Mais non, on n'est pas vraiment resté comme ça. On se revoit, voilà. Bon. Et donc comment tu repasses comment je repasse officiellement à la direction de casting. À la direction de casting. Pendant le tournage de La Bicyclette Bleue, un jour j'attends une actrice qui est Nathalie Boutefeu à l'hôtel. J'attends qu'elle descende et là j'ouvre Sud-Ouest et je tombe sur une double page. Les acteurs de Bertrand Blier en tournage. Et là, j'avoue que j'ai un peu un petit pincement. Mais je me débrouille quand même pour appeler la régisseuse qui a finalement pris ma place et pour lui dire je vais passer. Elle me dit tu passeras sur le tournage, etc. Donc je l'ai fait après. Et je suis passé le jour où tournait Alain Delon. Donc c'était assez étonnant, quoi. Donc alors oui, pour le casting, alors voilà, sur La Bicyclette Bleue, je rencontre Hélène Zidi, fille de Claude Zidi, qui est le coach de Laetitia Casta. Et je lui dis que je veux faire du casting, etc. Et elle, il lui arrive de temps en temps d'être directrice de casting. À l'époque, elle est actrice, je pense qu'elle se cherche un peu. Donc là, elle est coach de Laetitia en l'occurrence. Et peu de temps après le tournage, elle m'appelle pour que je sois son assistant, casting donc, sur sur le film de son père qui se trouve être le plus mauvais film de la carrière de Claude Zidi. Bon, c'est pas grave. À cette époque-là, je me dis, bon, c'est cool de faire un film de Claude Zidi quand même. Claude Zidi, on peut rappeler... les ripoux, un metteur en scène Banzai, qui en plus a été qui forme une paire incroyable avec Didier Kamaka, voilà. Et qui a en plus été le caméraman, ça je l'ai appris après des plus grands films de Chabrol. Tout à fait. Voilà. Et donc je rencontre Claude Zidi, on a des anecdotes sur les ripoux, sur son contact avec James Cameron qui lui achète les droits pour faire de la Totale pour faire True Lies, enfin bon, oui, il y avait eu cette histoire complètement dingue aussi. Voilà. Et sauf qu'avec Hélène, ça se passe très mal. Je pense qu'elle est pas dans une forme, enfin je veux dire, elle est souvent agacée, enfin un peu du prototype de la casting, tout le temps énervée, voilà. Et un jour, elle me parle très très mal devant un des jeunes acteurs qui a fait le film. Et là, je la regarde et je pose les classeurs que j'avais dans les mains. Enfin, je les tape comme ça sur un bureau et je m'approche d'elle et lui dire, moi, je travaille pas avec une hystérique. Au revoir. Et là, je pars. Au bout de 5 semaines de préparation. Parce que, à ce moment-là, je crois, c'est-à-dire que je retrouve des dossiers d'acteurs dans la poubelle, par erreur, enfin, des trucs, n'importe quoi. Mais à ce moment-là, je pense, je me dis, si ces deux-là, elles travaillent, c'est ce que je me dis vraiment. Je me dis, elles travaillent. Moi, j'aime pas tellement comment elles travaillent. Et il y a peut-être une autre façon de le faire. Il y a peut-être une autre façon de le faire, exactement. Encore un coup du hasard au cours d'un de mes déménagements, parce que je suis toujours dans des colocs, etc. Je dis à une amie bordelaise de passage que je cherche une coloc. Elle me dit, j'ai une amie à moi qui est ma voisine dans les Landes. Elle s'appelle Elisabeth Tanner et elle cherche un colocataire. Ça tombe bien quand t'as envie de devenir casting quand même. Et oui, tu peux expliquer aux gens qui est Elisabeth Tanner. Elisabeth Tanner, c'est un des plus grands agents artistiques. C'est ça. De c'est Paris. Quand même. C'est Camille Cotin dans 10%. Voilà, c'est Elisabeth Tanner, une agent extrêmement respectée depuis longtemps. Voilà. Et donc je me retrouve chez Elisabeth Tanner. Et en rentrant du tournage de La Bicyclette Bleue, parce que je commence ma sous-location chez Elisabeth Tanner par 3 mois de rien, puisque je suis en tournage à Bordeaux sur la bicyclette, Bordeaux puis Paris, et je lui fais part de ton envie d'être assistant casting, etc. Et puis un jour, elle me donne un listing avec tous les numéros des directeurs de casting. Elle me dit, appelle-les, puis tu vois. Et donc, je les appelle évidemment de la part d'Elisabeth, donc
la plupart me répondent. Oui, c'est ça. Voilà. Même poliment. Mais évidemment, aucun n'a besoin de voilà. Et puis donc pour l'instant je fais chou blanc. Et puis un jour elle revient et elle me dit il y en a un qui s'appelle Stéphane Fuenquinos et qui est curieux de te rencontrer. Le frère de David. De David. Voilà, maintenant ils font des films tous les deux. Et je rencontre Stéphane. Un quart d'heure d'entretien, je me dis je veux être Stéphane Fuenquinos. Voilà. C'est-à-dire tout d'un coup je vois ça peut être fait comme ça. Exactement. Ouais. Il est en train de faire Belphégor à l'époque, au film Alain Sard, encore une fois, Belphégor avec Sophie Marceau. Et en fait, il m'envoie mon premier boulot, c'est qu'il m'envoie sur un court-métrage qu'il n'a pas le temps de faire. Et là, c'est les classes, quoi. C'est comme à l'armée, c'est-à-dire que c'est un court-métrage donc pas payé où il faut trouver on a Ariel Dombal dans le casting. Une histoire abracadabrantesque d'enfant à tête de citrouille, d'une Ariel Dombal qui se transforme en singe à la fin du film. Le truc improbable. Un truc complètement improbable. Ça s'appelait Les éléphants de la planète Mars. Il y a un rôle à la fin du film où on explique, où il y a un professeur qui explique à Ariel Dombal pourquoi elle est devenue un singe. Et comme Michel Piccoli a envoyé un fax au scénariste du film, Antoine Desrosières, pour dire qu'il avait adoré son film Banqueroute, etc., on contacte Piccoli. Et puis Piccoli nous envoie un fax pour dire qu'il peut pas. Mais enfin, quand même, c'est un contact comme ça, on prépare le film à Cachan, dans un studio dégueulasse. Enfin, tout d'un coup, on mange des butonnies à même la boîte. Donc, Piccoli, ça marche pas. Qu'à cela ne tienne, je leur dis, je vais essayer Jean-Pierre Mariel. Donc, je vais voir Jean-Pierre Mariel au théâtre des Variétés qui jouait le Nouveau Testament. Et puis, Agathe Natanson, sa femme, me le présente, etc. Et puis, quelques jours après, j'ai un message, bonjour, c'est Jean-Pierre Mariel, merci, enfin, je vais mal limiter, donc je vais m'arrêter. C'est pas mal, c'était pas mal. C'est Jean-Pierre Mariel, non, quand je suis au théâtre, je ne tourne pas, c'est pas possible, merci, mais vraiment, absolument adorable, je me dis, mais il s'est quand même fait chier à me faire un message comme ça, alors que j'étais sûr qu'il allait dire non, bon. Et puis, on finit avec... je crois que c'est moi qui ai suggéré l'idée, puisqu'on cherchait à défaut d'une star, je me suis dit, il faut quelqu'un de spécial, avec un film un peu bizarroïde. Et tout d'un coup, je sais plus qui a pensé, je pense que c'est moi. On parle du nain Pierral, qui jouait dans L'Éternel Retour avec Jean Gabin et Madeleine Solone. Un nain, le premier nain du cinéma français. Ah oui. Pierral, ça s'appelait. Et je vais voir Pierral chez lui à Montmartre, rue Berthe, je me souviens. Et la maison de Pierral... même moi qui fais 1m72, j'étais obligé de baisser la tête. C'était vraiment une maison adaptée d'hommes de petite taille. Incroyable. Une maison de poupée sur plusieurs étages. Bon, bref. Pierral accepte. Donc, c'est Pierral qui joue à la fin. C'est son dernier rôle au cinéma. Voilà. Donc, pareil, je me dis, j'y arrive un peu. J'arrive à démerder des trucs un peu. On a fait des castings de majorettes en banlieue parisienne. Enfin, des trucs. C'était très, très compliqué. Et Fuenquinos entend de la productrice, je pense, du bien. Et du coup, il me prend comme assistant casting sur 2 films. Et puis au 3e film, ça se passe vraiment très bien. Sur un des films qu'il fait, mais pas avec moi, je lui donne une idée, par exemple, d'un acteur qu'il connaît même pas, et l'acteur se retrouve dans un film d'Anne Fontaine à l'arrivée. Enfin, tout d'un coup, je me dis que moi qui pensais n'avoir rien à vendre, en fait, ma cinéphilie, c'est mon trésor. Ma cinéphilie et ma connaissance de tout ça. Et je m'aperçois que les 3/4 des gens du cinéma que je croise sont moins cinéphiles que moi. Donc là, je me dis, effectivement, j'ai sans doute un truc à vendre que j'ignorais. Et t'as une mémoire éléphantasque. Tu sais, le fait de faire des photographiques photographique aussi, mais tu sais, le fait de regarder plein de films et de faire des fiches à chaque fois en notant les 5 noms d'acteurs, le chef op, le monteur, créateur costume. Enfin, tu continuais? Non, je continuais pas, mais j'étais dans si tu veux, dans cette méthode, en tout cas, absolument, d'engranger des informations. Et donc là, ça y est, t'as appris ton métier. J'ai appris mon métier. Et on te donne les clés de. C'est un grand directeur de casting à l'époque, vraiment un des meilleurs. Et le 3e projet, il me dit, tu commences pendant 2 mois, et puis moi je te rejoins le 3e mois. Et donc je vois tous les jeunes acteurs de Paris, puisque c'était pour un film qui était censé être une version française d'American Pie qui s'appelait Sexy Boys, qui je pense n'a pas
n'a pas laissé des souvenirs impérissables. Hein. C'était gentil. Ah, tu t'en souviens quand même. Bon. Ouais, c'était en distrib chez Pathé. Donc, voilà, exactement. Et du coup, comme on cherchait que des jeunes inconnus... Il a bossé chez Pathé. Ah, d'accord. Et comme on cherchait que des jeunes inconnus, j'ai vraiment vu tout Paris. Donc pour moi, c'était génial parce que tout d'un coup, je faisais la connaissance d'énormément d'acteurs et d'actrices. En devenir. En devenir, et comme ça, d'un seul coup. Et Stéphane me rejoint le dernier mois. Et là, il s'est passé un truc assez inouï, c'est que en même temps, le premier assistant de Sexy Boys quitte le film parce que tout d'un coup, François Ozon l'appelle pour un projet qui s'appelle 8 femmes. 8 femmes. Et peu de temps après, il m'appelle et il me dit, voilà, on fait 8 femmes, il faut que je t'explique, moi il faudrait que tu me trouves un homme, sauf qu'on va jamais le voir dans le film. Mais il nous faut un homme pour le filmer, de 3/4 d'eau, etc. Et il va avoir une journée de tournage avec chaque actrice. On va jamais voir sa tête. Et donc, il faut que tu trouves quelqu'un qui accepte ça. Qui, dans la même journée, va tourner avec les plus grandes actrices d'ici. Et puis, et en même temps, on ne le verra jamais. C'est quand même une gageure, quoi. C'est bon. Et en plus de ça, j'ai hérité il fallait que je trouve une doublure fesse pour Isabelle Huppert pour la scène de la piqûre. Voilà. Donc, Donc je me suis retrouvé à photographier des fesses féminines sur un truc que je ne ferai sûrement pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Je pense qu'on va même pas le faire. Bon, bref. Et donc c'est rigolo. Et puis je lui dis mais j'ai jamais fait ça dans ma vie. J'aurais tellement je vais faire du casting là, je pense. Je vais continuer à faire du casting, mais si tu me proposes un poste d'auxiliaire de mise en scène sur 8 femmes, je te dirai oui, ça c'est sûr. Et en même temps, Pascal Chaumet me fait appeler pour me proposer d'être directeur de casting sur Avocats et Associés, qu'il est en train de réaliser. Le même jour, j'ai rendez-vous dans la même ville, c'est-à-dire Aubervilliers, où ils sont dans 2 studios différents. Donc je vais au rendez-vous Avocats et Associés, je leur dis, je voudrais... Série sur France 2, hein, c'est ça? Oui. Qui passait tous les vendredis ou samedis soirs, je crois. Avant ou après PJ, c'était cette époque-là. Bon. Et là, bon, je suis très fier que Chaumet, parce qu'en fait, il a vu que c'était un peu moi la cheville ouvrière sur Blague à part, donc c'est moi qui l'appelle, et vraiment ça me fait très plaisir. Mais je me souviens très bien, je vais à ce rendez-vous Avocat associé, 1 heure après, j'ai le rendez-vous pour 8 femmes. Et donc je leur dis, je vous réponds demain matin. Ça va. C'est très raisonnable. On me dit, ah oui, bon, demain matin, d'accord. Genre, pas pour qui il se prend, mais enfin. Ouais, c'est Ozon, ça va, demain matin, c'est bon. Et j'ai mon rendez-vous pour 8 femmes. Évidemment, 8 femmes, elles me proposent, et je suis engagé. Et donc, évidemment, je suis engagé sur 8 femmes. Donc, je rappelle, ça me fait mal au cœur parce que j'aime beaucoup Pascal Chaumet humainement, mais je me dis, je peux pas rater ce tournage. Quitte à être une fois dans ma vie stagiaire à la mise en scène, autant que ce soit là, évidemment. Et je me dis, mais comme on vient de me proposer une série, et puis j'avoue que je ne rêvais pas d'être casting sur Avocats associés, c'est pas un truc qui me faisait rêver, j'avoue. Hein. Mais ça me faisait plaisir qu'on me le propose. Et en fait, la deuxième proposition de film comme directeur de casting est arrivée pendant le tournage de 8 femmes. Donc à la fin du tournage de 8 femmes, j'ai commencé le premier film dont j'ai été directeur de casting, qui était Aime ton père, avec Gérard et Guillaume Depardieu. Et où non seulement il fallait trouver Guillaume jeune, mais il fallait trouver l'actrice principale qui était la fille de l'un et la sœur de l'autre, et puis le reste du casting. Voilà. Premier film. Et donc on a compris que donc les petits liens de partout, les rencontres. Aujourd'hui, tu t'as beaucoup évoqué le fait de l'importance des gens avec qui on travaillait, des gens auprès de qui tu as appris ton métier. Est-ce que tu transmets ton savoir? Est-ce que tu as une équipe ou est-ce que tu montes les équipes selon les films? Alors, les deux en général. Parce que là, aujourd'hui, tu fais plusieurs films dans l'année, plus des séries. En tout cas, je fais en fonction de l'industrie. T'es sur beaucoup de projets en tout cas. J'ai été sur énormément de projets, un petit peu moins là parce que bon, il y a eu le Covid, etc. Donc ça revient petit à petit.
J'ai eu une époque où j'étais effectivement, je pouvais être sur 5 projets en même temps. Donc t'as ton équipe ou tu montes des équipes ad hoc selon les... Ça dépend, ça dépend. Quelquefois, j'ai une assistante qui est restée 7 ans avec moi, par exemple, parce qu'elle était extraordinaire, donc y a pas de raison de changer. Mais ça m'arrive aussi quelquefois de chercher la bonne personne pour le projet. Par exemple, si j'ai un projet... Donc tu te fais ton propre casting pour t'assister. Oui, c'est ça. mais je fais pas un casting en général, je trouve toujours quelqu'un dans mon entourage. J'ai pas besoin tellement de faire de casting. Quand je me trompe, par exemple, je réagis très vite. Il m'est arrivé de prendre une assistante. Premier jour, elle fait un mail, je lis son mail et je me suis dit, ok, demain je change. Parce qu'il y avait 3 fautes par phrase et je me suis dit, elle peut pas représenter mon je me dis c'est pas oui, si je suis obligé de tout relire, ma marque, faut pas exagérer, mais disons on va dire ma qualité de travail plus ou moins reconnue, je peux pas me présenter comme ça peut pas. Donc ça moi j'ai aucun problème à terminer les choses si je pense que ça me fait perdre du temps. Comment est-ce que tu sélectionnes les acteurs avec lesquels tu travailles ? Et actrices, bien sûr. Comment je les sélectionne ? Alors, d'abord je lis un scénario. Ensuite, je parle avec le metteur en scène où je le fais parler, où je la fais parler, le plus possible. Le producteur éventuellement qui va me dire on a besoin d'une star, 2 stars, 3 stars, 10 stars. Et ensuite, une fois que j'ai tout ça, je note des noms, je réfléchis, je relis le scénario, et puis là, les noms viennent tout seuls. Et puis ensuite, je fais une recherche. Mais ce sont des idées que je peux avoir à partir de quelqu'un que j'ai vu au théâtre 5 ans avant, que j'ai vu au théâtre 2 jours avant, ou que j'ai vu dans un film 15 jours avant. Ça peut venir. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle du tout. Ou alors il faudrait que tu précises ta question. Non, mais c'est une bonne déjà une bonne. Il n'y a pas vraiment de règle. Après, il y a par exemple, il y a des films très contemporains où on aurait tendance à aller faire du casting sauvage, et puis des films historiques où là, on aura plus besoin d'acteurs de théâtre parce que c'est une façon de jouer qui peut être embêtante au cinéma sur le contemporain, mais qui, quand c'est de l'historique, alors je dis pas que les acteurs de théâtre font de l'historique et puis c'est pas aussi simple que ça, évidemment. Mais enfin, bon. Mais une façon de parler, une technique particulière. Voilà. On pense à tout ça. On pense à l'interaction entre les acteurs. On pense on visualise le film, en fait. Je vois le film et je vois si c'est intéressant ou pas. Et tu passes par leur argent. Oui, ils m'envoient des enveloppes. Leur agent, ou est-ce que tu les contactes en direct ? Ça dépend. La plupart du temps, c'est par l'agent parce que j'ai tout intérêt à avoir de bonnes relations avec les agents. Et puis, il m'arrive aussi de contacter l'acteur et l'agent en même temps si je veux être sûr qu'il ait le scénario le lendemain et pas 3 semaines après, parce qu'après, dans le fonctionnement d'une agence, on sait jamais. C'est déjà arrivé que je pense qu'un acteur lit depuis quelques semaines et puis en fait, le truc ne lui a pas été envoyé. Je dis pas que ça se passe toujours comme ça, évidemment que non. Mais après, il y a quelque chose qu'on maîtrise plus. Donc, mais en général, tout se passe bien avec les agents. Je veux dire, à part 3 ou 4 que je juge débiles, avec qui j'ai pas du tout envie de travailler ou qui ont mauvais goût. Mais en général, on fait ça parce que c'est toujours mieux quand même d'être ami avec l'agent. D'abord parce que c'est le contact avec l'acteur, et parce que c'est mieux d'en faire un allié qu'un ennemi. Parce qu'après, ça met le film en péril. Donc il vaut mieux prévenir l'agent, parce que les agents n'aiment pas trop quand on appelle les acteurs directement. Ils se sentent un petit peu dépossédés. Enfin, il y a un espèce de truc comme ça. Donc, quand j'appelle les acteurs directement, je préviens quand même l'agent après. Mais comme ça, je sais que l'acteur a l'info. Tu nous as dit aussi qu'il y avait des acteurs qui n'avaient pas d'agent. Très peu. Un en particulier qui est Michel Bouquet. Thierry Lhermitte n'a pas eu d'agent pendant très longtemps et puis il a fini par en prendre un. Aujourd'hui, honnêtement, à part Michel Bouquet, j'ai même pas en tête quelqu'un qui n'aurait pas d'agent. Audrey Tautou n'a plus d'agent, mais je crois qu'elle veut mettre un peu sa carrière entre parenthèses. Il y a très peu d'exemples, même pas sur le doigt d'une main, je pense. Et puis voilà, oui. Tu t'es spécialisé sur un profil
une façon de faire du casting? Pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de méthode imposée. Je n'ai aucune règle. Les règles, c'est en fonction du projet. Par exemple, quand je travaille avec Bernard Stora et que je fais Le Grand Charles, où on fait 3 heures sur De Gaulle et tous les Churchill, Roosevelt, tous les généraux, etc., les aides de camp, machin. Bon, là, c'est pas du tout le même travail que quand je vais faire 4 mois de casting sauvage en Afrique noire pour trouver 2 pygmées pour un film de Varnier. Ça n'a strictement rien à voir. Moi, je sers les deux de la même façon, le plus intelligemment possible, en fonction du projet. Et s'il faut faire du casting sauvage, on va faire du casting sauvage. Mais je suis aussi quelqu'un qui peut dire à un ou une metteur en scène qui propose une méthode, de lui dire, je pense que c'est pas la bonne méthode, parce que moi, je suis un spécialiste. Donc, si vous voulez, un metteur en scène, c'est comme un chef d'orchestre. Mais un chef d'orchestre, il ne sait pas jouer de tous les instruments. Voilà. Donc, chaque instrument, c'est un corps de métier qui lui fait des présentations, qui lui explique pourquoi il fait des présentations. Et lui, ensuite, il choisit. Il choisit ses acteurs, ses décors, ses costumes, etc. Son chef-op, le type de lumière. Et ça, c'est des conversations à chaque fois avec les chefs de poste. Donc, moi, je suis plutôt comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce métier ou d'autres qui sont très bénis oui, qui vont toujours dire oui monsieur, oui madame. Moi, je pense que quand quelqu'un se trompe, je le dis. Quand je pense. Et ça donne des frottements quelquefois qui font des étincelles, mais qui sont productives parce que c'est toujours mieux que de ne rien se dire. En préparation, c'est bien de sortir des noms, même s'ils sont complètement farfelus. Et puis quelquefois, le nom farfelu du départ, 6 mois après, il s'impose. Donc c'est à ce moment-là qu'on sort des idées. Lorsque tu arrives sur un film en pré-production, les premiers rôles sont-ils déjà choisis par le réalisateur ou est-ce que tu t'occupes de tout de A à Z? Ça dépend. Ça dépend, il y a pas de... Il y a aucune règle, ça dépend. Quelquefois, on me demande de trouver un acteur ou 2 acteurs, comme sur Les Invaseurs barbares, ou quelquefois, il faut trouver tout le monde. Sur la série Vénus et Apollon, je crois que j'avais 130 rôles à trouver, du premier au dernier. Donc, on a compris que tout était possible dans tes interactions. Oui. Jusqu'à quel point tu as une influence? Entre 0 et entre plus et moins l'infini. D'accord. C'est-à-dire que il y a toujours une petite influence. Je me suis jamais senti totalement inutile sur le casting d'un film, ça c'est sûr. Il y a toujours des choses des idées, bien sûr. Après, après ça dépend de la confiance qu'on me témoigne. C'est-à-dire que si je suis avec un ou une réalisatrice, voilà, je vais faire des mots comme ça, réalisatrice et actrice, comme ça fait un mot avec le masculin et le féminin. Me fait une confiance totale, là, je vais être meilleur quand on me fait une confiance totale, mais on est tous un peu pareils, hein. Même les acteurs, quand ils voient qu'on leur fait confiance, comme par hasard, ils sont meilleurs, en général. Je fais partie, en fait, d'un groupe Facebook qui est issu du festival Sérimania. Oui. Il y a l'administratrice du groupe qui demande, dans la collection Fred Vargas, oui. Est-ce que l'auteur a eu son mot à dire sur le casting ou est-ce que c'est la réalisatrice José Dayan qui a pris la décision ou est-ce que c'est toi qui as eu une influence? Elle fait notamment allusion au choix de Corinne Maziero et de Jeanne Moreau. Alors évidemment Jeanne Moreau, oui parce que voilà j'ai revu José Dayan grâce à Dominique Besnéard 12 ans après Balzac. Parce que elle dans la première adaptation de Vargas qui est Sous les vents de Neptune, elle se disait qu'elle pourrait trouver plus ou moins toute seule la plupart des acteurs. Jeanne Moreau, c'était déjà sa muse depuis Balzac, je crois. Il me semble que c'était la première fois, c'était Balzac. Et ensuite, elle a fait énormément de films parce que c'est devenu vraiment sa muse. Mais Jeanne, elle lui a proposé le rôle directement. En revanche, elle m'a tout de suite parlé. Elle m'a dit voilà, j'ai demandé à Dominique de me présenter un casting parce que elle m'a dit je connais à peu près tous les acteurs de Paris, mais elle, je ne la connais pas.
pour jouer le personnage de Violette Rétancourt, je ne vois pas qui peut le jouer. Et donc c'était un défi. Et très peu de temps pendant la recherche, je pense même pas que c'était avant ou après, c'était vraiment pendant la recherche, je suis allé voir une pièce au Bouffe du Nord qui était Grand et Petit de Boto-Strauss, et avec Anouk Grimbert et Julien Boisselier. Et puis dans le dernier rôle, comme ça ils étaient 5 ou 6 sur scène, j'ai vu cette actrice que je n'avais absolument jamais vue, et qui avait des proportions dont j'avais besoin pour Violette Rétancourt, parce que je cherchais quelqu'un qui avait un physique hors du commun, qui était soit qui était très grande ou très baraquée ou assez, enfin je cherchais un personnage particulier, singulier. Et là, tout d'un coup, je vois cette fille et ça fait tilt. J'appelle son agent qui m'envoie une bande démo avec une petite scène qu'elle avait fait dans PJ. Et je me dis, mais elle est puissante. Et là, j'ai vraiment un crush artistique, évidemment, surtout en ce qui concerne Maziro. Et je la présente à José. Et José me la jette. Enfin, elle refuse, elle veut pas. Parce qu'elle me dit, elle est pas assez large, etc. Bon. Et moi, je suis persuadé que c'est pour elle. Donc, j'appelle Corinne et je lui dis, voilà ce qu'elle m'a dit. Voilà ce que je te suggère de faire. Tu vas l'appeler, tu vas lui dire que t'es prête à prendre 20 kilos en 2 mois, etc. Montre-lui ta motivation, parce que je pense que c'est pour toi. Moi, personnellement, je pense que c'est pour toi. Elle rappelle José et ça marche. José l'engage. Et à partir de ce moment-là, évidemment, elle a fait toutes les autres adaptations des Vargas. Et un jour, José a fait un double téléfilm qui s'appelle Entre vents et marées avec Nicole Garcia et Noël Robin. Et à cause des conditions de tournage qui sont très difficiles, le personnage de flic qu'elle a donné donc à Corinne met une chapka, conduit un Land Rover parce qu'il y a de la boue partout, et met une chapka parce qu'il fait un froid de gueux. Et donc en fait, le personnage de Marlowe arrive là, alors que c'est avant la série. Et lorsque elle croise les gens en bas de chez elle, dans ses relations, etc., ne lui parle que d'un personnage en voyant la série, c'est elle. Donc elle se dit, il se passe un truc avec cette actrice et ce personnage. Et un jour, elle me dit, on va faire un pilote pour une série qui s'appelle Capitaine Marlowe. Et voilà. Donc on fait un pilote. Et évidemment, on cherche le guest. Je vais passer parce qu'il y a encore plein d'anecdotes, etc. N'empêche que, comme par hasard, c'est Gérard Depardieu grand ami de José Dayan depuis évidemment Monte Cristo, Balzac, Les Misérables, etc., qui essuie les plâtres et qui fait le premier guest, c'est-à-dire acteur connu face au personnage principal de la série. Et ça marche tellement bien que tout d'un coup, on en tourne 4 ou 5 par an. C'est même pas vraiment une série, c'est une collection, puisque les films font 1h30 quand même à chaque fois. Donc c'est une collection de films. Et ça marche tellement bien que on en fait, il y en a 4 nouveaux par an. Ils diffusent les 2 nouveaux et ensuite ils font 4 diffusions, je crois. Et ça marche même en rediffusion, etc. Voilà un peu l'histoire de. Mais donc du coup, après, elle a le premier rôle dans la série. Est-ce que tu as vu tous les films auxquels tu as collaboré ? Oui. Le seul doute, c'est la boîte de Zidi. Honnêtement, je ne sais même. Si je l'ai vu, je n'en ai vraiment aucun souvenir. Mais sinon, je les ai tous vus, oui, bien sûr. Oh bah oui, puisque je travaille pour mon plaisir de spectateur. Il manquerait plus que je ne les vois pas. Non mais c'est vrai. Quels sont les acteurs et réalisateurs avec qui tu as préféré travailler ? Bonne question, j'ai rien préparé. Alors, la première, je pense, c'est Tony Marshall parce que elle cherchait un casting pour remplacer son directeur de casting qui venait de devenir producteur, Bruno Lévy, en association avec Cédric Clapiche. Et donc, elle cherchait une casting à ce moment-là. Et l'assistant de M. Ton Père, qui était assistant sur son film France Boutique, lui parle de moi. Elle me rencontre et pas à la surprise générale, mais à ma grande surprise, elle me choisit.
Alors qu'elle avait le choix parmi tous les grands castings de la place de Paris qui voulaient travailler avec Tony Marshall, évidemment, qui avait eu 4 Césars pour Vénus Beauté 2 ou 3 ans avant. Et elle choisit de me faire confiance. Et j'ai travaillé 12 ans avec elle. Donc elle, le fait que je travaille avec elle, d'abord ça m'a permis de faire les Invasions barbares, qui est quand même un des films de mes films préférés sur lesquels j'ai travaillé. Même si j'ai jamais rencontré Denis Arcand en travaillant, parce que c'était au Canada, et voilà. Mais Tony Marshall, je lui dois une fière chandelle, parce que j'ai fait, je crois, 3 longs métrages et 2 saisons de série avec elle, qui étaient Vénus et Apollon, qui était une déclinaison du film, et qui a eu 2 saisons sur Arte. Sa confiance à elle, ça fait que tout d'un coup, il y a des metteurs en scène importants qui m'ont appelé. Bon, évidemment, ma recherche de Pygmée pour le film de Régis Varnier, ça a été une aventure hors norme, bien sûr. Ça, c'est. Mais c'est vraiment un truc qui t'est arrivé, donc. Ah oui. Ouais. Parce que les Pygmées, évidemment, je les trouve pas dans des agences à Paris, ça c'est sûr. Et même en faisant du casting sauvage, bof. Donc là, c'était vraiment du casting de rue total en Afrique. On me prenait pour un proxénète. Parce que là, il y avait plus de cinéma à l'époque, donc voilà, c'était étonnant, vraiment étonnant. Est-ce que le rôle d'un directeur de casting s'arrête une fois que les rôles sont tous attribués, ou est-ce que il se poursuit également pendant le tournage ? Alors non, en principe, faut que je revienne sur la question précédente après, mais en principe, ce qui se passe, c'est que, évidemment, une fois que la distribution est faite, c'est fini. Mais s'il y a un problème sur le tournage, ou même avant avec un acteur qui tombe malade, une égo qui se termine pas comme prévu, etc., on peut me rappeler pour me dire, ça marche pas, il faut trouver une autre idée. Donc, il m'est arrivé de trouver une idée. Le plus intense, c'était sur la série L'Attaché, justement. L'Attaché, qui est une série israélienne qui s'est tournée à Paris. Et où là, il a fallu que je trouve j'ai appelé un acteur. Bon là, c'est pas par agent, parce que, si vous voulez, vous êtes le lundi, il est 23h, et il faut trouver quelqu'un pour prendre l'avion pour aller tourner en Ukraine le lendemain matin, et il tourne à 17h le jour même. Donc là, vous appelez pas un agent à 23h, vous appelez des acteurs que vous connaissez, en qui vous avez confiance, vous leur dites, est-ce que demain, qu'est-ce que t'as prévu ? T'es dispo pour une scène. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle à t'apprendre, tu fais Paris-Kiev et tu tournes dans une série, qui est censée se tourner à Paris, mais ça va se tourner en Ukraine. Enfin, beaucoup de scènes se tournent en Ukraine. Voilà, ça tout est possible quand même, voilà. Tony Marshall, sa spécialité, c'était avant chaque projet, enfin, même pas avant, c'est très peu de temps avant, ou même pendant le tournage, elle virait toujours un acteur du film, tout le temps. Ah oui. Oui, tout le temps. Souvent, soit un peu avant, soit souvent après sa première journée de tournage. Elle a fait sur tous les projets. Bon, on va pas, ça j'en sais rien, après on va pas rentrer dans sa psyché, mais comme quoi, là, à ce moment-là, il faut trouver quelqu'un. C'est-à-dire, pendant le tournage, je me souviens, je lui fais un rendez-vous place Clichy à 23h avec un acteur pour tourner le lendemain, enfin bref. Oui, c'était sur les metteurs en scène avec qui j'ai préféré travailler. José Dayan, évidemment, ça fait, elle est très, ça fait 13 ans, alors, elle est très, comment on dit, je cherche le mot. Bienveillante, gentille. Non, 13. Pardon, 13. 13, le chiffre 13 quand tu dis 13. Ah. Voilà. Bien sûr. Oui. Non, elle est pas Oui, pas fétichiste, non. Elle est superstitieuse. Superstitieuse. Merci, vous avez gagné. Superstitieuse, mais bon, ça fait 13 ans, voilà. Et donc moi, je suis quand même reconnaissant à des gens qui travaillent avec moi depuis tant de temps, malgré les frictions, etc. Bon, dans le fond, on se fait confiance. Et avec José Dayan, ça se passe très vite les castings, parce que comme elle connaît très bien les acteurs, on n'a pas besoin de faire des essais, etc. Ça marche, ça roule. Et en plus, elle est pas du tout snob, elle est très ouverte aux associations originales, qui sont aussi dans l'ADN de la série. Est-ce que tu as des passions autres que ton métier ? Alors j'essaie. Ouais. J'essaie. Maintenant, j'essaie. Oui, j'essaie de m'intéresser à la cuisine, comme tout le monde depuis le confinement. Quand je me donne les moyens, je touche ma vie. Je crois que je vais essayer. Non, mais c'est vraiment comme tout le monde. Je me suis intéressé au jardinage. Enfin, bon, voilà. J'essaie de m'intéresser à d'autres choses, oui, qu'au cinéma, parce que. Tant que Bordelais
je sais pas comment on dit, Cap-Ferrien, bassin en tout cas, j'ai un bassin sport d'eau, non Comment? Pas de sport d'eau depuis l'enfance. Alors si, la plongée sous-marine. La plongée sous-marine, ça c'est mon dada. La première fois que j'ai plongé, c'était à Saint-Jean-de-Luz. Et puis la première fois que j'ai passé mon PADI, c'était vraiment et là c'était au Galapagos. Donc c'est le genre d'endroit où vous dites le nom, personne n'y est jamais allé. Et moi j'ai été là-bas 3 semaines et puis évidemment j'en ai profité pour passer mon baptême ici parce que mon PADI pardon là-bas parce que là vous êtes dans 2 mètres d'eau et vous avez des requins, des iguanes, des tortues, enfin une faune. Je crois que on ne trouve pas mieux ailleurs. Donc voilà. Est-ce que tu soutiens une association ? Est-ce que je soutiens une association ? Alors avant j'étais dans l'association des castings, mais plus du tout. Parce que... caritatif, je veux dire. Ah, caritatif ? Oh bah écoute, moi je donne à des associations, mais je dis pas à qui et combien et pourquoi comment. Ah oui, bien sûr. Enfin oui, je donne pour des causes qui te touchent. Oui, qui me touchent. Petit prélèvement mensuel. On a compris que t'avais pas mal d'idoles que t'avais eu la chance de rencontrer certaines. Est-ce qu'il y en a encore vivantes que tu aimerais rencontrer, ou est-ce que des personnes des personnes qui sont malheureusement décédées que tu aurais aimé rencontrer, pas forcément dans le cinéma, hein. Oh, bon, principalement à mon avis. Que j'aurais voulu rencontrer, c'est comme tous les cinéphiles, Chaplin, Kubrick, Hitchcock. Enfin, bon, il se trouve que j'ai de très bons rapports avec James Tiré, qui est son petit-fils et avec qui je suis censé travailler, puisqu'il va faire un film. Et ça, c'était vraiment un honneur que le petit-fils de Chaplin me dise qu'il a envie de faire un film avec moi. Ça, franchement, ça m'a presque ému. Parce que je le connais depuis longtemps et que à l'époque où personne le connaissait, moi j'essayais déjà de le faire travailler. Et il s'en est souvenu. Il y en a quelques-uns comme ça qui se souviennent. Gilles Lelouch aussi, à l'époque où personne le connaissait, je le trouvais absolument formidable et à chaque fois que je voyais un film avec lui, je lui envoyais un petit texto. Et un jour, il m'a fait appeler pour faire Les Infidèles avec lui et Dujardin. Donc oui, ça arrive Quelle est ton actualité ? Parce que je crois que tu es parti... Alors c'est vraiment une actualité on ne peut plus brûlante parce que je suis rentré aujourd'hui d'un... Alors en fait c'est pas mal parce que il y a 2 mois j'ai une directrice du casting espagnole que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam je dis ça parce que j'en connais beaucoup puisque j'ai été pendant des années à Berlin où on a fait une espèce d'association de casting internationaux. Donc quand on a fini par être 25 trop nombreux, bon, je suis parti et je la connaissais pas. Et elle m'a écrit pour m'expliquer que elle était sur un projet qui était la vie de Cristobal Balenciaga, le couturier. Je ne sais même pas si les gens savent qu'il y a un homme derrière la marque, mais c'est le cas. Et elle me dit, on va raconter Balenciaga, et comme il a fait le plus gros de sa carrière à Paris, évidemment, il y a beaucoup de Français dans le casting, et donc c'est pour ça que je te contacte. On a besoin d'aide. Voilà. Et on fait un zoom avec le producteur, etc. Et puis j'attends des nouvelles. Et puis j'attends des semaines, etc. Entre-temps, je travaille avec José Dayan sur un Capitaine Marlowe. Et cette fois-ci, on tourne à Biarritz. Et là, donc, pendant l'attente où je ne savais pas si, finalement, s'ils allaient me rappeler, parce que quelquefois, on vous appelle et puis on vous rappelle plus, parce que tout d'un coup, ils ont changé d'avis, ils ont décidé de travailler avec quelqu'un d'autre. Ça, on sait jamais. On est toujours en casting, qui qu'on soit. Moi, j'ai déjà fait des castings, c'est-à-dire qu'on me dit, on en rencontre 5 ou 6 et puis on vous dira. Ce qui est normal, ce qui me paraît tout à fait normal. Et donc là, j'étais très très excité par ce projet parce qu'on vous explique qu'il va falloir que vous trouviez Christian Dior, Hubert de Givenchy, Gabrielle Chanel, des ouvrières, et en fait ils m'ont contacté parce qu'ils ont vu que j'avais fait Yves Saint Laurent et que j'avais travaillé sur un film espagnol qui a eu très peu parce que on m'a demandé 2 rôles sur ce film, comme pour Les Invasions barbares, ça s'appelait El Niño, et c'est un film qui a fait un carton il y a 5 ou 6 ans, je crois, en Espagne. Et donc ils ont vu ces 2 titres-là sur mon CV, ils se sont dit bon, il doit parler espagnol et il connaît la mode. Voilà.
Alors il s'est rendu compte que je ne parlais pas espagnol. Mais que bon, j'avais quand même des mots, etc. Parce que je connais très peu de mots, mais avec le bon accent, il s'est dit oui, tu parles espagnol, mais tu veux pas me le dire. Bref. Et donc pendant cette attente, je me suis arrangé pour rester en contact avec eux en disant voilà, en faisant le bon élève, ils me disent c'est avec ces 3 réalisateurs-là. Il se trouve que ils avaient sorti un film l'année d'avant à Paris. Il est resté à l'affiche 3 jours parce que c'était avant le second confinement. Coup de chance, j'étais à l'avant-première au Hall, donc j'ai vu le film. Donc j'ai dit je vous ai vu sur scène présenté avec les 3 réalisateurs. Donc là, évidemment, tu marques des points parce que tout d'un coup, et puis bon, un film espagnol. Tu fais pas semblant. Je fais pas semblant. Voilà. Et pendant cette attente, je me commande les films précédents de ces réalisateurs parce qu'ils sont 3. Qui ne sont même pas sortis en France. Je les trouve formidables, très très beaux films. Et donc j'envoie mes petites critiques et puis je lis des livres sur Balenciaga. Donc j'essaie de rester alerte, en veille. En veille, voilà, et de leur montrer que ça m'intéresse aussi. Et donc je fais parallèlement à ça. En attendant, je fais comme je fais depuis quelques années, enfin depuis le succès de Capitaine Marlowe. On prépare le prochain et le prochain se tourne à Biarritz. Et je sais que le producteur est basque. Donc tout d'un coup, je me suis dit c'est bien qu'ils aient l'info. Donc je leur dis tiens c'est drôle parce que je travaille sur un film et je vais passer sur le tournage parce que quand Marlowe se tourne dans un endroit que j'aime bien, j'y vais 2 jours histoire de. Et puis souvent José me fait venir aussi pour travailler déjà sur le prochain. Elle tourne le 27 et elle me fait venir pour travailler sur le 28. Bref. Et donc je me trouve à Biarritz et puis je dis au producteur voilà je serai à Biarritz et puis il me répond évidemment moi je suis à Saint-Sébastien donc on va faire le rendez-vous. Et le rendez-vous, c'était hier. Et à la fin du rendez-vous, j'ai rencontré donc le producteur, la casting, son assistant et les 3 réalisateurs. Je ne savais pas qu'il y allait avoir tout ce monde. Et puis, à la fin, il m'a dit « Welcome on board ». Donc, voilà. Donc, tu as bossé sur Balenciaga. Ouais. Super. À moins que, tu sais, on ne sait jamais, à moins qu'il y ait un truc. Mais bon, c'est pour Disney+, donc a priori, il n'y aura pas de problème du financement. Voilà. Félicitations. Merci. On a hâte de voir ça. Moi aussi. Écoute, on te remercie vraiment beaucoup. Et on remercie Brief, on remercie également Michael Winter qui a signé le générique du podcast. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'étais ravi. Fais attention, on serait capable de faire une 2e session parce qu'on a encore plein de questions à te poser. Ah oui? Tu as pas de problème, je suis là. Oui, tu as titillé. Oui, oui, parce que c'est foisonnant, c'est sûr. C'est foisonnant. C'était passionnant. Merci beaucoup. Tant mieux, Nicolas. Merci à vous. Très bonne fête. Et merci. Bonne fête à vous. À bientôt. À bientôt. Vous avez écouté Les Petits Liens. Nous espérons que cet épisode vous a plu, vous a ému, fait rire, bref, qu'il vous a procuré du plaisir et l'envie d'écouter les suivants. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.